Salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Dans celui-ci, il va s'agir d'un préjugé, d'un cliché, d'une idée reçue sur la littérature euh, qui, euh, qui fait partie de celle qui me consterne, m'agace le plus. D'ailleurs, qui fait partie de celle que je combats le plus à travers ce que je fais, même si ça apparaît pas souvent. Alors cette question, c'est la littérature s'interprète-t-elle? Alors si éventuellement la question étonne, ça peut déjà en fait être la preuve que cette idée reçue est bien installée. Parce que certains pourraient peut-être être tentés de dire, bah évidemment qu'elle s'interprète, enfin pourquoi elle s'interpréterait pas? Enfin la littérature, c'est même l'art en général, ça s'interprète. C'est l'essence de l'art, c'est même le plaisir de l'art. Parce que c'est vrai que certains associent beaucoup le plaisir de la création dans l'interprétation, à l'interprétation. Si l'interprétation n'est pas possible, leur plaisir est gâché et même ils remettraient presque en question la nature artistique de l'œuvre. Parce qu'on oppose souvent la littérature, plus généralement les sciences humaines, aux sciences dures. Et les sciences dures, pour les gens, c'est typiquement ce qui ne s'interprète pas. Ça ne s'interprète pas, c'est vraiment. C'est pas à la carte. On ne peut pas adapter le discours, le message. On dégage des lois, des théories, des théorèmes. C'est comme ça. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas autrement. Alors que la littérature, l'art, les sciences humaines bénéficient d'une espèce de zone de flou qui pour certains font tout leur charme, du coup qui permettrait l'interprétation, la discussion, le débat. Alors ce qui est en partie vrai, on va le voir, c'est pas complètement faux, mais c'est beaucoup moins vrai qu'on le croit, beaucoup moins vrai qu'on le croit. Et cette idée fait un tort énorme, mais énorme, aux sciences humaines, à la philosophie entre autres aussi, mais à la littérature. On va se concentrer là sur la littérature et la philosophie, hein, sur des choses que je connais tant qu'à faire, hein. J'aime bien parler des choses que je connais, je sais que c'est un peu bizarre, c'est peut-être un peu passé de mode, mais bon, écoutez, je peux peut-être avoir l'air parfois de quelqu'un qui parle un peu de tout et n'importe quoi. J'ai des avis sur beaucoup de choses, mais dans l'ensemble, j'essaie quand même de m'en tenir quand je fais des démonstrations de fond à des choses que je connais vraiment bien, que je maîtrise vraiment. Donc voilà, j'aime bien maîtriser mes dossiers. Donc là, on va aller un petit peu sur les choses que je connais, mais en fait, on peut l'appliquer sur plein d'autres domaines, bien sûr. Voilà, donc oui, donc c'est cette idée-là. Voilà, donc du coup, vous avez une idée de ma réponse, hein. Quand je dis la littérature s'interprète-t-elle, bon, bah, sous-entendu, non. Ou en tout cas, pas autant qu'on le croit. Voilà, en tout cas, je ne dirais surtout pas oui. Et surtout pas un oui catégorique et définitif et total. Ça, c'est clair. Et voilà, et donc cette idée que oui, la littérature s'interpréterait, ça fait un tort monstrueux à la littérature et à la philosophie. Ça leur fait du tort parce que ça attaque leur crédibilité. Le problème, c'est que beaucoup de gens repartent des études de lettres qu'ils ont eues avec le lycée, parce que pas tout le monde va en fac de lettres, évidemment, hein. Ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent continuer dans cette voie-là, mais la plupart des gens, en fait, pour eux, c'est français collège, lycée, et français littérature au lycée. Et donc, à travers cette expérience des cours de français, des cours de sciences humaines, mais surtout du coup de français, de littérature et de philosophie, l'idée globale qu'ils en retirent, surtout les gens qui sont pas très à l'aise avec tout ça, ou qui aiment vraiment c'est l'idée qu'en fait tout ça, c'est pas du solide, c'est pas fiable, ça s'interprète, c'est relatif, c'est un peu du flou. Bref, pour reprendre une comparaison que j'aime bien faire souvent, c'est un peu comme les cours du professeur Trelawney dans Harry Potter. Vous savez, hein, dans Harry Potter, à partir du livre 3, hein, du prisonnier d'Azkaban, il y a une nouvelle option, il y a un nouveau cours, et c'est les cours de divination. Et donc dans l'adaptation, le professeur Trelawney est joué par Emma Thompson. Mais voilà, quand j'ai lu le livre à l'époque, il n'y avait pas encore les films. Et c'est vrai que c'est assez marrant cette matière-là de la divination parce que J.K. Rowling, non sans humour, en fait une matière qui est complètement nawak. Alors bon, pas tant nawak que ça parce qu'en fait, Trelawney, avec son air imbécile, elle voit des choses. Mais c'est vrai que au départ, Ron et Harry, dans Harry Potter, euh, ce cours-là leur paraît de la fumisterie. Elle a l'air complètement allumée, la prof, et, euh, et ça a l'air d'être complètement random, en fait, les choses qu'on dit. Ça n'a pas l'air d'être aussi solide, précis que les autres matières, que défense contre les forces du mal, que l'évitation, enfin les sortilèges, etc. Et tout, enfin toutes les autres matières sont assez techniques en fait, demandent une précision dans la formulation du mot, dans le geste, etc. Et là, on est dans une matière qui a l'air d'être complètement fumeuse
où en fait, voilà, on comprend pas bien où est la science derrière, entre guillemets, où est comment, la précision de la magie, la méthode. Et cette scène qui m'a beaucoup marqué, que je trouve très amusante et très révélatrice, où en fait, je me souviens dans le tome 3, Harry et Ron font leur devoir, font un devoir de divination, et en fait, ils doivent du coup faire des prédictions. Et en fait, comme ils savent pas du tout comment ça fonctionne, et ça leur paraît être complètement nawak, ils finissent en fait par comprendre que il faut raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Il faut faire des interprétations complètement improbables. Voilà, faut dire ah bah là, la substance est transformée en noir, donc en fait ça veut dire que Ron va se casser une jambe dans la semaine. Ah bah là, c'est qui est devenu machin de telle couleur, bah ça veut dire que Harry il va glisser sur une merde de chien. Enfin, je sais plus ce que c'est dans le livre, hein, c'est pas ça, mais ils se mettent en fait à inventer des trucs, ils sont morts de rire. Du coup, c'est une scène assez marrante parce que Harry et Ron se mettent à inventer des trucs complètement farfelus, puis du coup ils se marrent, ils font un devoir plutôt amusant. Et il me semble qu'ils ont une bonne note en fait, que le professeur Trelawney est très satisfait d'eux, que c'est génial, c'est un très bon devoir. Parce que bah voilà, ils ont fait Nawak, et en faisant Nawak, ça a marché. Parce que précisément, le but de cette matière a l'air d'être de faire de fantasmer, de délirer, d'imaginer des trucs, en fait, d'être dans le plus possible dans l'interprétation capillotractée. Et en fait, paradoxalement, c'est de là qu'elle tire sa crédibilité. S'ils avaient été trop basiques dans leurs prédictions, s'ils avaient été trop sages, s'ils avaient fait quelque chose de trop cohérent, de trop réaliste, ce serait peut-être passé pour quelque chose de pas fiable. Et là, précisément parce qu'ils ont exagéré, précisément parce qu'ils ont fantasmé, précisément parce qu'ils ont fait n'importe quoi, ça devient convaincant. Vous voyez un petit peu. Et donc, bah, c'est vrai que, bon, c'est vraiment le principe de la divination. Et donc, le problème de l'enseignement du français et de la littérature, parce que malheureusement, ça se confond, ça se mélange. Or, faire du français, c'est pas forcément faire de la littérature. Faire du français, c'est vraiment l'étude de notre langue. Apprendre à parler le français, apprendre éventuellement à aller jusqu'aux figures de style. Alors que la littérature, c'est faire de l'histoire littéraire, c'est apprendre les mouvements littéraires, les textes, les grands auteurs, etc. Et à comprendre et à connaître ce qu'ils ont dit. Donc et malheureusement, ça se confond un petit peu. Moi, j'aime pas faire du français personnellement. Je suis content de connaître cette langue, mais je n'aime pas en faire. J'aime pas la grammaire, j'aime pas faire du français, j'aime pas les figures de style. Mais j'adore la littérature. Voilà. Et donc c'est vrai que voilà. En tout cas, le brouillage des deux matières quelque part aussi participe de ce côté-là. Vous voyez, c'est comme si en fait les signes qu'il fallait interpréter en divination, qui peuvent être voilà, je sais pas, du sang de crapaud, j'en sais rien, une boule de cristal, une feuille d'arbre, je ne sais quoi, devenaient en littérature les figures de style. Et que si on décortiquait les mots du texte, si on lisait attentivement les lignes et les mots, et même entre les lignes carrément, comme disait mon maître, mon professeur et maître Yves Ancel, que je cite souvent, et puis bah là que je vais t'amener à beaucoup citer dans ce podcast, je vais expliquer 15 à l'instant, mais voilà, comme disait souvent Yves Ancel, moi, entre les lignes, je vois que du blanc. Entre les lignes, il n'y a que du blanc. Une phrase de bon sens qu'on aurait dû nous transmettre au collège et au lycée et qu'on aurait dû avoir en tête parce que ça nous aurait évité de dire pas mal de conneries. Mais malheureusement, entre les lignes, il n'y a pas que du blanc pour beaucoup de professeurs et selon les méthodes transmises au collège et au lycée. Et donc, on se retrouve à devoir interpréter tout ce qui est écrit noir sur blanc et même le blanc. Et tout est bon pour extrapoler. Hein. Là, encore une fois, je reprends l'expression de mon maître Yves Ancel, t'extrapoler. Vous voyez, comme ça, plein de formules très éloquentes de son cru. Et donc, on tombe dans la textrapolation. On extrapole un texte. Voilà, à partir d'indices complètement fumeux, non signifiants, chaque détail compte. Tout le monde est suspect, c'est usual suspect le machin. Tout le monde peut être Kaiser Soze. Et même une virgule est suspecte. La virgule est là, attention, alors cette virgule, elle est là, en fait, elle signifie, vous voyez, elle tombe au milieu de la phrase, donc en fait, quelque part, il a été interrompu au milieu de ses pensées, mais en même temps, du coup, le milieu, est-ce que c'est pas... Et tout est autorisé. Et donc, voilà, ces méthodes-là de français de littérature dont il va être question ici, qui renvoient à l'idée que la littérature s'interpréterait, et cela au point le plus extrême et total, font une réputation désastreuse à la littérature, qui m'ont fait parfois entendre de la part, entre autres, de gens qui ont plutôt un profil scientifique, évidemment, très à la mode en plus de nos jours, qui correspond plus aux valeurs de notre époque et de notre société capitaliste, libérale, qui veut des chiffres, de l'exact, du concret, du pragmatique, du grand table, etc. Et donc voilà, dire à des gens qui sont plus à l'aise avec les sciences, ouais, bah en sciences, au moins, 2 plus 2 égale 4, il y a une méthode, il y a une exactitude, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, et on n'est pas là pour interpréter, on est là pour comprendre et appliquer les théorèmes, les lois, on va dire, hein, les lois de la science, selon une méthode, la méthode scientifique, la méthode rationnelle, qui est la même pour tout le monde.
parfois empiriques. Et en plus, résultat de tout ça, qui est quand même plutôt satisfaisant et qui fait aussi partie de ce que les gens aiment bien, ce qu'ils vantent, c'est qu'il n'y a pas trop de surprise avec les notes. Généralement, vous savez si vous avez foiré un devoir de science ou pas. Comme la science ne s'interprète pas, eh bien, vous savez si vous avez foiré votre devoir, généralement. Vous savez si vous n'avez pas su faire la formule, etc. Et tout. Donc, alors qu'on sait qu'en français, en littérature, la mode et en philosophie, c'est de ne pas savoir à quoi s'attendre. On a tous connu ce cas de figure, y compris votre serviteur, je peux vous le dire, où on croit avoir foiré un devoir en beauté, on se dit c'est bon, c'est foutu, j'aurai jamais la moyenne, je vais me taper une sale note, c'est fini. Puis vous récupérez un 14, alors parfois il n'y a pas de miracle non plus, c'est pas non plus 20, hein, mais vous récupérez un beau 14, ou même la moyenne, quoi, what? Et là, bon, finalement vous avez fait illusion, ou alors ça a convaincu. Et on a tous connu ce cas de figure où on croit avoir cartonné, on se dit oh là là, putain, quand j'ai dit ça, là, puis quand j'ai dit ça, oh là, c'est... j'ai trop réussi, franchement, trop réussi mon coup, je suis trop content de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Et là, c'est le choc, vous tapez une sale note, un 7 sur 20, un truc comme ça. Et là, vous dites, mais what the fuck, c'est pas possible, quoi. Et vous comparez avec la copie du voisin, et vous comprenez rien, parce que lui, il est parti dans un délire interprétatif de je ne sais quoi, puis lui, il a une bonne note, enfin... Et voilà, on connaît ça. Et ça fait la mauvaise réputation des lettres. Parce que ce qui en ressort, surtout chez les gens qui n'aiment pas ça, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont aimer les lettres précisément pour ça. En fait, il y a plusieurs catégories, hein. Il y a les gens qui aiment la littérature malgré cet aspect-là. Il y a les gens qui aiment la littérature grâce à cet aspect-là. Et il y a ceux qui n'aiment pas la littérature à cause de cet aspect-là, on va dire. Voilà, précisément. Et c'est vrai que, voilà, on a tous connu ça. Et pour ceux qui n'apprécient pas cet aspect-là, c'est extrêmement vexant et confondant et insupportable. Et ça participe vraiment à la mauvaise réputation de cette matière, de cette discipline. Ça la décrédibilise. Ça ne la rend pas sérieuse. Évidemment, elle ne fait pas le figure par rapport à la science. Et ça, c'est extrêmement dommage parce que la littérature n'a pas besoin de ça. Elle est déjà plus vraiment à la mode, c'est plus vraiment l'air du temps, c'est pas les valeurs de notre époque. Alors si en plus elle fait n'importe quoi, elle se ridiculise, elle se décrédibilise, c'est vraiment contre-productif. On n'a vraiment pas besoin de ça. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut que la littérature ressemble à la science et qu'elle ressemble à la science. La littérature n'est pas la science, je le confirme. C'est pas la science. C'est une science, on appelle les sciences humaines, donc il y a quand même un aspect science. Moi, quelque part, la littérature, c'est une science. Au sens le plus large du terme, les sciences, c'est la connaissance, en fait. Les sciences, c'est la connaissance humaine. Et la connaissance, bien, elle est de toutes sortes. Maintenant, il y a les sciences. Tout court, on entend sciences dures, hein, physique, chimie, mathématiques, biologie, etc. Voilà. Et puis, on a les sciences humaines. Alors là, on est plus dans le domaine de l'impalpable. On manipule de l'humain, on manipule du psychologique, du sociologique, du philosophique, du littéraire, etc. Donc, c'est vrai que les sciences humaines, par définition, vu la matière qu'elles développent, qu'elles exploitent, elles s'intéressent à l'art, elles s'intéressent à la psychologie, elles s'intéressent à l'humain, sont sur une matière friable, sont sur une matière qui n'aime pas les théorèmes. Un être humain, ça ne se résume pas par 2 et 2 font 4. Aucun être humain n'est mathématiquement résumable. C'est pas comme ça que ça marche. La psychologie humaine, la psyché humaine, avec ses contradictions, avec ses failles, avec ses imperfections, avec ses nuances, ça ne marche pas. C'est ce qui fait que c'est passionnant, c'est ce qui fait aussi que c'est difficile. Et aussi que du coup, voilà, il y a une fausse idée reçue aussi, c'est que la littérature, c'est facile, et la science, c'est difficile. D'ailleurs, la preuve, le bac S est jugé difficile. On ne peut pas faire semblant en S. En S, il faut avoir des bonnes notes, point, il faut vraiment gérer, il faut bosser comme un dingue. Alors qu'en littéraire, il y a cette idée aussi qui s'est installée, à cause de la façon, encore une fois, dont on enseigne la littérature, dont on la traite, c'est à cause de la façon dont on l'enseigne, on la traite, croyez-moi que ce serait enseigné autrement la littérature, il y en aurait des brels, hein, il y en aurait des gens qui se casseraient la gueule, hein, des sales notes, etc. Là, croyez-moi, plus personne ne pourrait faire semblant, il n'y aura plus de tricheurs. On permet à des imposteurs d'être en lettres. On permet aux imposteurs de prospérer parce que précisément, on fait de la littérature une imposture. Et forcément, du moment que vous permettez à une discipline de faire prospérer les imposteurs parce qu'elle permet cette tricherie, parce qu'elle n'est pas précise, elle manque de méthode, bah forcément, ils viennent et ils décrochent un bac en foutant rien et en étant même pas doués. Donc si on changeait les méthodes, croyez-moi, et que la littérature nécessitait beaucoup plus de précision, de connaissance, de justesse et de compréhension, des tas de gens révéleraient qu'ils n'ont pas les compétences pour l'étudier, qu'ils n'ont pas les compétences pour la comprendre et l'apprécier, se casseraient la gueule, et on aurait des taux d'échec exactement comme au bac de sciences, même pire encore, et on arriverait à installer l'idée que la littérature, les sciences humaines, c'est aussi difficile, sinon plus que la science. À sa façon, c'est difficile. C'est une question de facilité, il y en a qui ont des facilités avec ça, mais c'est difficile. Précisément parce que justement, il n'y a pas des lois aussi absolues, et que du coup, c'est tout dans la nuance et dans la subtilité de la réflexion. Mais qu'en tout cas, il y a des choses à comprendre et à connaître, avec lesquelles on ne peut pas négocier non plus. Et c'est de ça dont il va s'agir ici.
Et donc tout ça renvoie à une absence de méthode réelle, ou en tout cas une méthode qui n'est pas la bonne. La méthode, entre guillemets, qu'on rencontre là en littérature et en français qui fait tant de dégâts, c'est une méthode qui fonctionne en bonne partie sur l'interprétation, voire la surinterprétation, l'extrapolation, la textrapolation, pour reprendre encore une fois les termes d'Ivancel. Et qui du coup voilà, font que tous les coups sont permis et qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à des textes qui pourtant ne disent pas tout et n'importe quoi. Et donc le scoop, c'est que les textes ont un sens qui n'est pas déformable ou interprétable à une certaine extrémité, un sens qui a une littéralité, qui est littérale, qui a une littéralité, pas seulement une littérarité au sens un style qui est littéraire, mais qui a une littéralité, qui est littérale, qui dit ce qu'il dit et pas autre chose, noir sur blanc. Donc les textes ont un sens, qui n'est pas forcément négociable ou interprétable, et les textes se respectent, entre guillemets. Les textes doivent d'abord être compris avant d'être discutés. Il s'agit d'abord de comprendre, d'avoir écouté l'autre. Vous voyez, c'est aussi un exercice d'écoute qu'on ne fait plus. Et pour cela, il faudrait une méthode. Et le problème, c'est qu'il y a une méthode scientifique, mais il n'y a plus de méthode littéraire. En tout cas, s'il y en a une, c'est une méthode qui consiste justement à ne pas vraiment en avoir, qui consiste en fait à laisser trop de place à l'interprétation personnelle et à donner une fausse idée de ce qu'est la littérature et de ce que disent les auteurs et de ce que font les auteurs. Alors, je cite beaucoup Yves Ancel, donc je vais faire une parenthèse tout de suite pour le représenter et puis payer ma dette, comme on dit. Hein. On dit payer ses dettes en littérature, ses dettes intellectuelles. Alors, c'est pas payer ses dettes à façon Baudelaire, hein. Comment payer ses dettes quand on a du génie. Un contexte de Baudelaire hein, qui parle en fait de Balzac. Comment payer ses dettes quand on a du génie, hein, qui parle de la façon dont Balzac travaillait, voilà, parfois à la dernière minute comme ça, en écrivant des textes et pour se faire un maximum d'argent en publiant. Là, c'est payer ses dettes intellectuelles, hein. C'est l'expression qu'on utilise en fait pour dire que quand comme ça on reprend l'idée de quelqu'un, quand on doit une idée, une inspiration, carrément qu'on cite ou voilà, on reproduit plus ou moins le raisonnement de quelqu'un qu'on a lu, eh bien, quand on est honnête, on paie ses dettes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme si c'était notre idée, on n'oublie pas de citer la personne, de dire comme disait machin, ou je dois beaucoup à machin, etc. Voilà, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Et donc, voilà, moi évidemment, là, vu ce dont je parle, vu en plus voilà, ce que j'ai été amené à lire, etc., je ne peux pas faire ce podcast sans citer Yves Ancel, parce que bon, beaucoup de choses que je dis là, ce sont des choses qu'il a lui-même étudiées, enfin voilà, sur lesquelles il a travaillé, et plus que travaillé en fait, auquel vraiment il s'est consacré, au sens où c'est quasiment un des combats de sa carrière en fait. Hein. C'est quasiment à ce stade-là, c'est une cause en fait. C'est quasiment même le système entier de ses travaux. Yves Ancel, donc, c'est un professeur agrégé, voilà, professeur d'université, donc qui a enseigné à l'université de Nantes, entre autres, hein, là où j'étais amené à le rencontrer en tant que professeur. Hein, voilà, moi, j'étais son étudiant. J'ai suivi ses cours, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le personnage, pour ses méthodes, pour ses cours, pour ce qu'il... voilà, enfin, j'ai directement une révélation. Je me suis dit, mais c'est exactement... Voilà, ça, c'est ce que je voulais voir en fac. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, ça, c'est toujours ce que j'ai pensé ou ce que j'ai toujours rêvé de voir et de lire et tout. Donc c'était voilà vraiment une rencontre intellectuelle. Par la suite, voilà, on a été amené en fait à entrer en contact parce que je cherchais des pistes pour mon mémoire, pour mon master, etc. Et puis comme moi j'étais à l'époque, mon auteur préféré c'était Stendhal. Stendhal est toujours parmi mes auteurs préférés clairement. Hein. Avec Baudelaire et Proust maintenant, la famille s'est un petit peu agrandie, mais Stendhal est toujours là. Et voilà, et comme à l'époque, moi j'étais à fond sur Stendhal, hein, eh bien j'avais entre autres, je me souviens, reçu une Pléiade à Noël de Stendhal, édition Pléiade, collector et tout, et j'avais vu sur l'édition établie par Yves Ancel. Sur le coup, je me dis, tiens, c'est marrant, le gars qui a fait la Pléiade de Stendhal, il a le même nom que mon prof. Je me dis, attends, j'ai fait une recherche sur internet, puis en fait, c'est vrai que quand on est à la fac, ça fait bizarre parce que contrairement au lycée et au collège, on se met à rencontrer des profs qui en fait sont ceux qui font les éditions des classiques qu'on lit en fait. On se rend compte qu'en fait les classiques qu'on lit sont faits évidemment par des professeurs et parfois les professeurs, c'est ceux qu'on a ou c'est ceux qu'on connaît. Et donc du coup, je me souviens qu'à la fin d'un examen, alors qu'on ne se connaissait pas encore vraiment, j'avais été voir Yves Ancel, parce qu'en fait c'est lui qui surveillait l'examen et du coup j'avais été signé, émargé la note de présence. Puis puisque je le vois là, j'en profite pour le dire, après les vacances de Noël, tiens, je vous avais au pied de mon sapin cette année. Il fait comment ça au pied de votre sapin? Je dis j'ai reçu en cadeau de Noël la Pléiade de Stendhal, le premier volume, et j'ai découvert que c'était vous qui aviez coétabli le texte avec d'autres spécialistes, c'était votre édition en partie, hein, donc je vous avais au pied de mon sapin. Et donc il m'avait fait beaucoup rire parce qu'il m'avait dit, attendez,
on vous a offert une Pléiade de Stendhal à Noël, mais il dit qui vous veut du mal à ce point? J'avais rigolé et tout, j'ai dit non mais c'est tout à fait volontaire, c'est moi qui l'avais demandé, c'est un cadeau, voilà, pour Noël, c'est moi qui voulais une Pléiade de Stendhal et tout. Il dit mais vous aimez Stendhal? J'ai dit oui j'aime Stendhal. Et voilà. Et donc bah ça avait voilà, créé forcément un petit point commun parce que voilà, euh, effectivement, j'adore Stendhal, j'adore le Rouge et le Noir, de l'amour, Racine et Shakespeare. Là, je vous parle de mes textes préférés de Stendhal, là, hein. Il y en a plein, mais voilà, Souvenir d'égotisme, Vie d'Henri Brulard, tout ça. Et, euh, et donc, oui, voilà, donc bon, moi c'est comme ça voilà, que j'ai connu Yves Ancel. Après, on a commencé à échanger, encore une fois, oui, suite à mon mémoire et tout. Puis bah, voilà, après, on a établi un échange régulier, une sorte de correspondance. Et puis bah, je l'ai eu comme professeur, encore une fois, en plusieurs cours, je prenais ses options parce que j'aimais vraiment sincèrement la façon d'approche. Et voilà, et donc en fait, Yves Ancel donc, a fait en bonne partie de sa carrière sur Stendhal, hein. Il a été donc spécialiste de Stendhal, il a fait sa thèse sur Stendhal, et donc il a fait aussi des ouvrages pédagogiques de concours sur le rouge et le noir. Il a fait plusieurs ouvrages sur Stendhal, dont Stendhal littéral, sur des livres de Stendhal. Il a fait comment pour un autre Stendhal. Enfin, il a beaucoup travaillé sur cet auteur-là. Mais à travers cet auteur-là et d'autres, Yves Ancel en fait a toujours été préoccupé par la notion de la littéralité des textes et de la façon en fait dont elle est mise à mal par l'enseignement. Yves Ancel s'est toujours intéressé en fait à la façon en fait dont les discours critiques déforment les textes, les abîment, le discours d'escorte, le discours qui accompagne un texte qui devient son stéréotype, les choses qu'il faut avoir dites, vous voyez, pour avoir l'air d'avoir lu le texte, etc. Donc la réception, tout ça, enfin voilà. Et c'est vrai que du coup, lui, il est très attaché à l'idée de la littéralité. C'est-à-dire que le texte dit quelque chose, contrairement aux idées reçues, le texte, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas des incantations, c'est pas de la divination. Le texte, il a un sens. Un écrivain s'est donné la peine de dire quelque chose le plus clairement possible quand il est un minimum professionnel et qui sait ce qu'il veut dire. Et donc, nous, en tant que lecteurs, notre premier devoir avant tout, c'est de comprendre ce qu'il a dit. Après, on peut discuter, etc. et tout, mais c'est pas question d'interpréter tout de suite, c'est de comprendre déjà. Et pour comprendre, du coup, il faut se mettre en position d'humilité de lecteur et vraiment de lire noir sur blanc et non pas de lire entre les lignes. Entre les lignes, il n'y a que du blanc. Une phrase d'Yves Ancel qui est toujours drôle, qu'il a sorti très jeune à, en classe à un professeur qui lui a valu, je crois, une punition. Mais voilà, c'était un coup de génie de dire ça. Et, euh, et voilà, et donc c'est vrai que moi, du coup, moi, je crois que j'avais toujours pensé ça, sans jamais l'avoir vraiment formulé. Et quand je me suis retrouvé face à un cours d'Yves Ancel et que j'entends ça, ça m'a fait tellement de bien, parce que ça faisait des années que je souffrais, entre guillemets, moi qui aimais la littérature, mais que je souffrais des cours de français de littérature. C'est quand même un paradoxe, vous aimez la littérature, vous aimez les textes, mais vous souffrez en cours. Parce que la façon dont on parle des textes des œuvres, et la façon dont on vous fait travailler dessus, vous frustre, vous dépasse, et donc vous fait souffrir. Et en plus, vous pénalise parce que vous avez des mauvaises notes. Moi, il ne faut pas croire, j'avais des mauvaises notes en français. Et pourquoi j'avais des mauvaises notes? Parce que j'aimais pas le commentaire de texte, j'ai jamais compris cet exercice-là. Ni sa méthode, ni son intérêt. Et donc moi, les commentaires, tout ça, c'était pas du tout mon approche des choses. Et j'arrivais pas. J'étais pas bon. Et donc j'avais des mauvaises notes en français, moi. Et, et en fait, tout d'un coup, j'avais un professeur qui me disait, en gros, vous n'êtes pas fou. C'est les méthodes et c'est presque les profs qui sont fous. Euh, on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. On a transformé en objet d'interprétation des textes qui disaient bien quelque chose et vous compreniez éventuellement ce que ça disait, mais vous ne compreniez pas qu'on vous pousse à suranalyser le texte et ça ne vous amusait pas et vous ne saviez pas le faire. Et en fait, c'est une méthode qui vient de quelque part, qui a une histoire, qui s'inscrit dans une histoire de l'enseignement, qui a une raison d'être, etc. Et voilà la raison, voilà d'où ça vient, voilà pourquoi. Et voilà le tort que ça fait au texte, et voilà ce qu'il faudrait faire pour à nouveau rendre justice au texte et faire de la littérature à nouveau une espèce de science, parce que oui, la littérature c'est une forme de science, et il y a une méthode littéraire, je peux vous le dire, il y a une méthode qui n'est pas celle qu'on nous transmet, et, et qui consiste simplement à comprendre ce qu'on nous dit. Et donc, tout d'un coup, j'ai quelqu'un qui m'expliquait tout ça. Donc voilà, et c'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup concentré son œuvre critique sur cet aspect-là, pas que, mais voilà, il s'est aussi consacré à Camus, à Sartre, etc. Mais voilà, ça lui tient très à cœur, et donc la littéralité, d'où ces œuvres qui s'appellent parfois Stendhal littéral, etc., eh bien c'est vraiment l'image de ça. Alors bon, voilà pour un peu la présentation d'Yves Ancel, qui est aujourd'hui donc à la retraite, hein, qui a fini sa carrière de professeur. Bon, je l'ai souvent évoqué, pour ceux qui voudraient en savoir plus. J'ai une vidéo sur la chaîne, d'ailleurs c'est celle qui est en vidéo d'accueil,
qui est l'interview, l'entretien avec Yves Ancel au Salon 111, qui est une vidéo, je crois, je sais plus, de 3 quarts d'heure, 1 heure, voilà, où je le reçois pour la promotion de son livre. Je l'interview, on discute de son livre et donc de tout ça, qui s'appelle Lire et délire. Vous voyez, lire et délire. Encore un petit néologisme amusant d'Yves Ancel, le délire, hein, qui porte bien son nom, hein, c'est du délire, et puis on délie, hein, c'est le non-lire. Voilà, donc Lire et délire, qui est son ouvrage vraiment bilan quasiment de toutes ces années d'enseignement, de ce qu'il a pu observer sur le terrain, et voilà, qui résume un peu tout ce problème-là autour de la littérature, pourquoi la littérature est en crise, comme il le dit. Donc je vous renvoie à cet ouvrage si vous souhaitez le lire. Il est un peu cher, je vous le dis tout de suite, parce que c'est une, voilà, c'est pas une maison d'édition très économique. Voilà, il y a des maisons d'édition qui sont un petit peu chères, surtout au niveau des essais. Donc l'ouvrage coûte quand même une quarantaine d'euros. Il coûte ouais, 40 euros, je crois, 39-40 euros. Donc voilà, le prix est un peu onéreux. Désolé. Mais voilà, donc si vraiment, pour vraiment que ça intéresse réellement, voilà, ou peut-être que vous pouvez le trouver d'occasion, j'en sais rien. Mais sinon, vous pouvez toujours regarder l'interview, ça c'est gratuit, c'est sur la chaîne, voilà, vous pouvez voir la vidéo. Et il est venu aussi au Salon 111, on l'a reçu au Salon 111 en tant qu'invité, donc je ne sais plus quelle séance, mais si vous tapez, je crois, Salon 111 Yves Ancel, vous tomberez peut-être sur lui. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui voudraient aller plus loin. Voilà, je suis pas là pour vous survendre mon professeur, voilà, faire de la promo sauvage, etc. Je fais pas ça d'habitude, parce que là je n'ai pas le choix d'être intellectuel. Là, ce sujet-là, j'aurais quasiment pu le co-podcaster avec lui. Seulement, bon, il est plus dans ma vie, dans la même ville que moi, et je ne suis pas sûr qu'il aurait aimé faire cet exercice-là. Donc, je me retrouve à moi en parler. Mais là, j'aurais quasiment pu le laisser faire ou faire ça avec lui. Ou c'est peut-être aussi un petit peu du radotage par rapport à ce qui a déjà été dit au Salon 111 ou dans l'interview, hein. Donc peut-être qu'il y a un effet de déjà vu, mais là en fait je fais ce podcast-là, peut-être justement pour ceux qui n'auraient pas vu ces vidéos-là, qui peut-être débarquent sur la chaîne, ou voilà, je sais pas quel chemin aura ce podcast, mais parce que cette idée me tient vraiment à cœur, et donc je veux qu'on prenne un moment un petit peu dessus, voilà, qu'on s'arrête un peu dessus, parce que ce cliché, cette idée reçue sur la littérature lui fait beaucoup de tort et me pèse, parce que ça fait venir beaucoup d'imposteurs en littéraire. Ça frustre beaucoup les vrais connaisseurs ou les passionnés ou les gens qui savent lire simplement, hein, qui sont pas là pour halluciner, interpréter, machin, qui savent juste lire et qui aimeraient juste lire et apprécier les textes pour ce qu'ils sont. Donc presque, enfin voilà, ça profite aux imposteurs, et ça fait chier les puristes entre guillemets, ou les gens qui prennent la littérature vraiment au sérieux, au point carrément de prendre les textes un peu à la lettre, quoi. Et, euh, et donc, et puis voilà, et puis surtout aussi pour les gens qui n'aiment pas la littérature, qui en gardent un mauvais souvenir, ça les laisse en fait dans ces idées-là, qui repartent avec cette idée-là de la littérature qui est désastreuse, et donc qui n'est jamais corrigée quasiment. Ils n'ont pas l'occasion de la voir corrigée, modifiée, et donc c'est peut-être l'occasion là en fait de dire c'est pas ce que vous croyez. Voilà, on vous a induit en erreur sur cette discipline, sur son approche. Voilà, non, c'est pas de la fumisterie, non, c'est pas de la branlette intellectuelle dans le vide, non, c'est pas de la sorcellerie, de la divination, c'est pas les cours du professeur Trelawney. C'est une vraie discipline où les choses ont un sens, on peut pas leur faire dire n'importe quoi, où il devrait y avoir une méthode de compréhension, une méthode de discussion, et où simplement, en fait, ici, il y a des textes simplement intéressants, amusants, divertissants, qui font évoluer, grandir, réfléchir, etc., et qui sont juste un plaisir. Et il n'y a pas besoin de se couper les cheveux en quatre, de se branler, de partir hyper loin. Il suffit juste d'apprécier le texte pour ce qu'il est, on le lit, et on le comprend. Et après l'avoir compris, on peut en discuter, mais on ne lui fait pas dire le contraire de ce qu'il dit, ou autre chose que ce qu'il dit. Et surtout pas en décortiquant des figures de style qui n'ont d'intérêt qu'esthétique, et qui sont là pour les spécialistes qui voilà, que ça intéresse, mais qui n'ont aucun intérêt interprétatif plus que ça. C'est purement de l'esthétique, c'est purement pour la voilà pour la langue, pour apprendre le français éventuellement, pour apprendre les figures de style, le langage, éventuellement pour la technicité, mais ça n'a pas d'intérêt intellectuel et émotif sur le texte, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc voilà, malheureusement, c'est vrai que la littérature a été colonisé, envahi par une bande de petits herméneutes fanatiques des figures de style qui en font tout un objet de torture, en fait, un instrument de torture, et qui découpent les textes au scalpel, qui les massacrent. C'est les opérations de professeurs fous, ça, des espèces de Mengele de la littérature, Mengele du style, qui font des expérimentations étranges et immorales sur les textes. Voilà, donc bon, une horreur. Voilà, donc parmi les gens que vous pouvez lire, et là pour le coup c'est très court et c'est pas cher, ouais, c'est l'inverse de Yves Ancel. Bon, c'est comment Todorov,
La littérature en péril, vous voyez en plus, hein, littérature en péril, littérature en crise, donc Yves Ancel s'inscrit un peu dans la continuité de ce genre de travaux, hein, il les cite et tout. Mais c'est très court, hein. Todorov, la littérature en péril, c'est dans Chant, SF, Flammarion. C'est très très court, c'est très rapide à lire. Et Todorov, critique de lettres, et ce qui est intéressant, c'est un de ceux qui fait son mea culpa et qui se désigne comme un des responsables de ce qu'on appelle le structuralisme, qui est à l'origine, une approche de la littérature, une approche critique, qui est à l'origine de l'enseignement tel qu'il est aujourd'hui, comment ça a dégénéré, comment l'enseignement de la littérature a tourné comme ça, et qui fait, en même temps qu'un mea culpa, en fait, il explique comment on en est venu là, et quels sont les dommages que ça crée sur les lettres, et donc à peu près ce que je vous dis là, sur sa crédibilité, sur son intérêt, voilà, voilà, la littérature empirique, c'est aussi un très bon texte si vous voulez un petit peu développer tout ça. Voilà, je vais peut-être amener à le citer, à l'évoquer, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses vraies dedans, et qui rend bien justice en fait à la littérature sur l'intérêt en fait qu'elle peut avoir si on la prenait au sérieux, si on l'enseignait mieux, toutes les capacités qu'elle permettrait en fait d'acquérir, et voilà, la rigueur en fait qu'elle peut recouvrir, en même temps voilà les plaisirs qu'elle peut donner. Donc voilà, donc non, la littérature s'interprète telle. Euh, le fait est qu'il y a des textes qui s'interprètent plus que d'autres. Et justement, c'est aussi ça le truc. Yves Ancel le démontre très bien. Il explique ainsi en fait pourquoi, vous avez peut-être pu remarquer, les cours de français de littérature adorent la poésie. Vous avez peut-être remarqué que la poésie est très à l'honneur. Et que sont moins à l'honneur les essais. Vous avez pu remarquer qu'on a très peu l'occasion, et c'est bien dommage parce que beaucoup des plus grands textes des écrivains sont des essais. Et ouais, il n'y a pas que la littérature et les romans dans la vie. Hein, il y a aussi les essais, et surtout les essais quelque part. Vous n'avez pas idée de la quantité de littérature qu'il y a qui sont des articles, des essais où l'écrivain prend la parole tout simplement et puis s'exprime, donne une idée. C'est pas du roman, c'est pas de l'imagination, c'est pas de la poésie, c'est de l'essai. C'est quelqu'un qui développe un raisonnement. Et ces textes-là, évidemment, sont peu lus. Alors que toute la théorie littéraire est là et que toutes un peu comme de la théorie scientifique, en fait, toutes les grandes idées, les prises de position esthétiques, littéraires, qui ont fait l'histoire littéraire sont là. Et que du coup, la littérature, le français, mettent la dose sur la poésie. Et il y a une raison à cela, bien précise, qui explique tout en fait, c'est que la poésie est typiquement le genre littéraire qui laisse le plus le place à l'interprétation. Effectivement, la poésie, il est pas rare en fait que les poèmes, même des écrivains les plus rigoureux, les moins allumés entre guillemets, hein, tout le monde n'est pas Mallarmé, hein, donc j'ai fait Stéphane Mallarmé, hein, qui est réputé être le maître de la poésie un peu opaque comme ça, un peu sujet à interprétation, une espèce de David Lynch de la poésie, quoi, hein, si vous voulez, un David Lynch dans le cinéma comme ça, où on repart et puis du coup à chacun de se faire un avis. Non, il y a quand même des poèmes qui ne sont pas libres d'interprétation, il y a des poèmes qui racontent quelque chose de précis, qui sont quasiment des récits. Il y en a chez Baudelaire par exemple, hein, il y a des poèmes qui sont des histoires. Il n'y a rien à interpréter là-dedans, ça raconte une histoire, c'est juste joliment dit, c'est un poème, mais il n'y a pas la peine de se branler, voilà, hein, de s'astiquer la nouille là-dessus, il n'y a rien à spéculer. Et bref, donc il y a la poésie est plus ou moins interprétable, et la poésie est remplie de figures de style, parce que la poésie c'est de l'esthétique. Donc il y a des rimes, il y a du rythme, il y a des chiasmes, il y a des rejets, il y a des. Voilà, on connaît tout ça, hein, voilà. Et ça, les profs les plus fanatiques de ça, qui vraiment adorent, voilà, ils adorent, ils adorent. Alors là, ça les met en transe. Euh, Là, du coup, tous les coups sont permis, on peut faire dire tout et n'importe quoi au texte, c'est le bal d'interprétation. Évidemment, le problème, c'est qu'un essai, comme c'est quelqu'un qui a un message et qu'il veut transmettre ce message, et que pour ça, il est dans la prose, mais la prose la plus efficace, la plus informative possible, il a un message et il veut que le message soit le mieux reçu possible, donc le but c'est que ce soit dit de façon claire et nette et précise. Ça évidemment, on est à la limite de la littérature, et pourtant c'en est. Les paradis artificiels, c'est un essai. Les paradis artificiels de Baudelaire, c'est un essai. C'est de la littérature, c'est magnifique, c'est vraiment une œuvre littéraire, c'est joli, c'est de la littérature. Mais c'est un essai, et il y a une idée, et il y a un message, et ça dit quelque chose et pas autre chose. Mais ça, ces profs-là, ça les fait chier. Ça les fait chier parce que ça, c'est pas libre d'interprétation, c'est trop littéral, et donc c'est tellement mieux d'étudier un poème un peu obscur, un peu étrange, correspondance. Alors ça, correspondance, c'est le poème préféré de Baudelaire des profs, ils en peuvent plus avec celui-là. Moi, c'est un de ceux que j'aime le moins, justement. Voilà, hein. Celui-là, voilà, il a la cote, pas forcément, parce que correspondance, c'est tellement what the fuck, c'est tellement glucose, évidemment, là, on peut se branler la nouille, quoi. Bon, Yves Ancel explique dans Lire et délire, hein, l'origine en fait de ce genre de choses, de cette approche en fait, hein. Donc c'est un mouvement qui s'appelle le structuralisme, hein, qui en fait s'intéresse en fait, voilà, entre guillemets, à la structure du texte. Alors, entre autres, qui a mis en avant le schéma actantiel, ce qu'on appelle le schéma actantiel, hein, donc le schéma
narratif aussi, ce qu'on appelle le schéma narratif. Voilà, donc le schéma actantiel, c'est le héros, le personnage principal, les opposants, les adjuvants, la quête, l'objet de la quête, etc. Le schéma narratif, hein, voilà, le début, la fin du récit, le milieu, les péripéties, tout ça, hein, voilà, donc bon, des choses en plus qui ont une pertinence, hein, c'est des cahiers de lecture, mais aussi du coup qui a eu tendance en fait à clore le texte sur lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on n'étudie que des extraits, on arrête les œuvres intégrales, on lit des extraits, et par un extrait finement dépouillé, on est censé comprendre un texte en fait, hors de son contexte, aussi bien historique, sociétal, l'auteur, les connaissances nécessaires, le background en fait, que un texte parlerait de lui-même, il suffirait de soulever ses jupes avec impudeur, de le décortiquer, de le trifouiller, comme un gynécologue avec son petit forceps là, de bien voilà trifouiller dedans, et on aurait comme ça accès aux entrailles du texte et à son sens profond, voilà, et donc que les figures de style parleraient d'elles-mêmes et que le texte parlerait de lui-même. Et alors, l'explication sociologique de le succès de cette approche, de cette discipline, enfin de ce mouvement critique, ce serait, voilà, donc sociologique, c'est que vers les années 60, l'école connaît une révolution, c'est que de plus en plus en fait, d'élèves vont au lycée. C'est-à-dire que le lycée qui avant était réservé en fait, aux élèves privilégiés, aux bons élèves, etc., qui faisaient de l'histoire littéraire, eh bien, le lycée, puis aussi la fac, s'ouvre en fait aux élèves venus des classes plus populaires. Alors là, c'est la génération Annie Ernaux, vous voyez, en plus, hein, ça se recoupe avec des choses qu'on a lues, parce que Annie Ernaux, la place, c'est John Demoiselle qui vient de la campagne, qui accède aux études supérieures, au lycée, etc. Vous voyez, ça, la popularisation comme ça, les classes populaires qui ont accès comme ça à l'enseignement, et ce sont des gens en fait qui n'ont pas le background culturel, qui n'ont pas les mêmes bases que les autres, qui ne connaissent pas l'histoire littéraire, qui n'ont pas forcément aussi parfois, il faut le dire, les compétences pour recevoir ça. Et du coup, en fait, l'enseignement s'est adapté à eux et s'est adapté, et du coup, en fait, a mis en place une technique d'enseignement de la littérature et du français axée sur l'idée que finalement, plus besoin d'une culture générale très solide et très vaste, plus besoin d'être un érudit, plus besoin d'histoire littéraire. On va laisser les textes parler d'eux-mêmes, on va les isoler en extraits, en séquences, les fameuses séquences, hein, les séquences, les séances. Et par le petit trou de la lorgnette, par le texte isolé, clos sur lui-même, on va pouvoir interpréter, surinterpréter, faire dire des choses au texte, s'intéresser aux figures de style, un peu plus à la forme qu'au fond. Hein. C'est pas tant ce que le texte dit, c'est ce qu'il ne dit pas quasiment, et c'est à travers la façon dont il le dit, hein, etc. Et donc cette méthode, en fait, c'est répandue et est devenue la norme. Et cette méthode a un ennemi caractéristique, et qui est révélateur et qui fait des dégâts monstrueux, qui explique pourquoi on pense que la littérature s'interprète, que c'est l'idée qui reste aux gens, et que ça fait des dégâts pas possibles. L'ennemi de cette méthode, c'est la paraphrase, ce qu'on appelle la paraphrase. Vous avez déjà entendu ça quand vous étiez au collège ou au lycée, surtout au lycée, généralement c'est au lycée que ça arrive. Parce qu'en fait au collège, comme on apprend encore, on est encore à un moment basique, en fait on apprend déjà notre langue, on apprend la grammaire, les règles de grammaire, le français, comment s'exprimer, et on apprend à comprendre un texte. Donc on est encore dans la compréhension de texte. Puis en fait, plus les niveaux augmentent, plus en fait on s'éloigne de la littéralité du texte, en fait, et plus on nous apprend à interpréter le texte et à lire entre les lignes, hein, le fameux lire, hein, el famoso lire entre les lignes. Hein. Et donc, de peu à peu, un ennemi surgit. Vous avez déjà entendu votre professeur de français de fin de collège ou de lycée vous dire ça. C'est de la paraphrase. C'est de la paraphrase, paraphrase. D'un coup, on vous dit, en gros, que au même stade après que le hors-sujet, vous avez deux choses que vous n'avez pas le droit de faire en français et en philosophie. C'est un, le hors-sujet. Ça, on sait que ça se paie très cher. Et deux, autre truc interdit, la paraphrase. Alors la paraphrase, c'est comme ça en fait qu'on qualifie le fait de répéter ce que le texte dit. Voilà. Si vous répétez ou mot pour mot, ou alors avec vos propres mots ce que le texte dit, vous faites de la paraphrase. Et vous voyez, c'est très mal connoté. Même d'ailleurs, même ça vous fait ça, ça vous dit, bref, en même temps, la paraphrase, effectivement, c'est un peu Monsieur la Palisse, quoi. À quoi ça sert? Enfin, en gros, vous venez de lire un texte, et puis en fait, tout ce que vous faites, c'est répéter ce qu'il dit. Quel est l'intérêt, quoi? On dit, bah non, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que le texte ne dit pas, qu'on n'aura peut-être pas vu au premier coup d'œil, si on réfléchit bien, si on le fait un peu parler, vous voyez, un boule de cristal, hein, c'est un peu la divination, hein, voilà, on pose les mains sur la boule comme ça, puis la boule, qu'est-ce que tu vois? Une boule, c'est un peu les... En plus, vous voyez, on fait passer les gens qui paraphrasent pour des cons, on associe la paraphrase à la connerie.
Hein. Vous savez, c'est un petit peu comme la scène dans Tais-toi, Tais-toi de Francis Weber, hein, le réalisateur du Dîner de con, de La Chèvre, etc. Et dans Tais-toi, vous savez, il y a Quentin de Montargis, hein, je m'appelle Quentin, je suis Montargis, joué par Gérard Depardieu, qui joue le con. Hein, voilà, définition du con dans ce film, hein, c'est un petit esprit qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Un petit esprit limité qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Ce qui n'est pas une mauvaise définition de la connerie au passage. Hein. Voilà, hein, être dans le présent, donc être incapable d'être dans le passé, donc de développer une mémoire, de se projeter dans le passé, de se projeter dans l'avenir, dans l'anticipation, dans le futur, de faire des connexions entre ces temps-là, et même d'avoir des temps hypothétiques, le conditionnel, même le futur antérieur, j'anticipe un futur qui n'existe pas, voilà, le passé même parallèle, si j'avais pu, etc., le plus que parfait. Voilà. En fait, ces temps-là, c'est de la conjugaison, c'est de la grammaire, mais en fait, derrière la grammaire, il y a des concepts. Et l'être humain a cette capacité de se projeter dans le temps, ce que certains animaux n'ont pas. Les animaux vivent dans le présent immédiat, un éternel présent. L'être humain, il vit dans le passé, le futur, un futur hypothétique, un passé hypothétique, un présent parallèle. L'être humain vit dans un temps vraiment conceptuellement très fort. Il vit dans plusieurs dimensions, en fait. Voilà, donc effectivement, quelqu'un qui aurait une capacité totale à s'extraire du présent serait littéralement con. Parce qu'effectivement, il vit éternellement dans le présent. Il a du mal à se projeter dans le passé, dans le futur. Il ne peut pas faire de présent hypothétique, de futur hypothétique, de passé hypothétique. Donc la définition n'est pas bête, mais pour revenir à la scène du coup que je vais illustrer, dans Tais-toi, ce qui est révélateur, c'est qu'il y a ce moment, cette scène d'anthologie, où André Dussolier, le directeur de l'hôpital psychiatrique, montre le fameux test de Rorschach, hein, ce qu'on appelle le test de Rorschach, donc les tests des taches d'encre en psychologie, à Quentin de Montargis. Et donc quand André Dussolier demande « Bon, Quentin, concentre-toi. Qu'est-ce que tu vois ?» Alors, la fameuse tâche, vous savez, qui ressemble à ce qu'on veut, à ce qu'on imagine. Et là, Quentin fait une tâche. Oui, Quentin, je sais, mais qu'est-ce que tu vois dans la tâche? À quoi ça te fait penser? À une teinturerie. Et vous voyez, la personne qui paraphrase en français, on la fait passer pour Quentin. Si vous paraphrasez en français, si vous répétez ce que le texte dit, vous passez aux yeux du professeur et de la classe pour quelqu'un à qui on a demandé « Bon, qu'est-ce que cette tâche t'évoque ?» C'est une tâche. Non mais d'accord, mais ça t'évoque quoi? Je sais pas, une teinturerie quoi, voilà. Qu'est-ce que tu vois? Une tâche. Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que tu as vu? Je vois ce que dit le texte quoi. Et donc, la paraphrase est diabolisée et vue en fait comme un exercice de perroquet, quelqu'un qui ne fait que répéter bêtement ce qu'il vient de lire. Et ça a un effet désastreux. La stigmatisation, la diabolisation de la paraphrase a pour effet en fait de culpabiliser l'exercice pourtant basique, indispensable, fondamental de la compréhension de texte. Comprendre un texte. Ce qui paraît effectivement, on part un peu vite du principe qu'au lycée, après déjà des années de scolarité, quand on a 16, 17, 18 ans, c'est bon, on sait comprendre un texte, maintenant il s'agit de l'interpréter. Seulement, non. Un texte, ça se comprend pas si facilement, déjà parce que parfois tous les textes sont pas si faciles que ça. Mais en plus, on croit parfois à tort que quelque chose est facile à comprendre. Et c'est marrant, quand on se met à en discuter, on se rend compte qu'on a tous compris quelque chose de différent. On croit répéter seulement le texte, et pourtant, en croyant chacun, sincèrement, ne faire que le répéter, tout le monde a une version différente. Bizarre quand même. La preuve que la compréhension, c'est pas si évident que ça. Et ça, c'est une théorie au passage qui tient très à cœur à quelqu'un comme Alexandre Astier. Alexandre Astier, l'auteur de Kaamelott, a souvent théorisé Kaamelott comme ça. Vous avez pu constater que Kaamelott repose beaucoup sur le fait que les personnages ne comprennent rien à rien, que les personnages ont toujours une version différente des choses et s'empêtrent dans des malentendus, dans des mauvaises interprétations, dans une espèce de dyslexie. En plus, parfois, ils confondent les mots, tout ça, et en fait, ils ne comprennent pas. Ils comprennent tous quelque chose de différent. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je sais pas. Je suis toujours plus ou moins là, moi. Vous deviez pas partir ce matin avec l'autre tâche? Quelle autre tâche? Caradoc. Et où est-ce qu'il fallait partir? Non, mais là, il y a un problème, là, quand même. Soyez débile, c'est une chose, mais là, il y a de la mauvaise volonté. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais on s'est rencontrés là, hier, exactement au même endroit. Je vous ai fait répéter pour être sûr. Vous deviez partir ce matin à l'aube. Eh ben quoi? Quoi? Vous êtes partis, là, peut-être? Non, mais c'est pas ça que vous avez dit. Ah, si, c'est ça que j'ai dit, si. Ah non, au mot près, c'était pas ça. Au mot près? Non, au mot près, peut-être pas, non. Ah bah voilà. Ah, parce qu'il faut être précis au mot près, maintenant, quand on vous donne des ordres. Non, c'est pas ça, mais il y avait pas le mot partir. Mais ce que je sais, moi, je sais pas. J'ai dû vous dire d'aller relever vos collègues, certainement. Bah ça y est, c'est fait, ça. Qu'est-ce qui est fait? C'est bon, j'y suis allé ce matin. Où ça? Relever mes collets. Relevez vos? Mes collets, mes pièges à oiseaux. Relevez vos collègues, j'ai dit. Relevez Yvain et Gauvin en poste avancé. Ah, j'avais pas compris ça, moi.
Et ça, c'est une idée sur laquelle Astier n'a pas cessé de revenir. Alexandre Astier, ça lui tient à cœur. Il a toujours expliqué Kaamelott comme ça. Il a dit, moi, Kaamelott, c'est ma façon à moi de traiter de façon ce que j'appelle réaliste la légende arthurienne. On lui dit, réaliste attendez, réaliste quand même, c'est pas très héroïque, tout ça et tout. Il a dit, mais justement, Alexandre Astier, sa théorie, il dit, c'est que pour moi, la légende arthurienne, elle ment parce que c'est forcément embelli, parce qu'une entreprise comme celle du Graal, en plus, le Graal, c'est une idée abstraite, le Graal, c'est un idéal. Donc en plus, c'est pas un truc que les gens peuvent se représenter très facilement. On voit bien le problème dans la série. Et il dit, un truc aussi perché que le Graal, me dites pas que réunir une dizaine de personnes sur ce truc-là, qu'une fois que vous avez expliqué en quoi ça consiste, tout le monde repart avec la même idée en tête. C'est impossible. On connaît un groupe d'êtres humains, vous leur expliquez quelque chose, il y a une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes dans l'histoire, il y a quelqu'un qui a expliqué, une seule personne qui a expliqué, tout le monde repart avec une vision différente de ce qui a été expliqué. Les gens ont tous une version différente et chacun repart de son côté en ayant compris de travers, et en fait personne n'est d'accord. Et il dit Kaamelott, c'est ça. En fait, c'est une version réaliste, voilà, ce qui se passerait réellement, comme dans la vraie vie, chacun comprend un peu de travers de son côté avec sa propre interprétation, sa propre sensibilité, ses propres lacunes. Et en fait, du coup, les gens font de la merde et se disputent, etc. Et donc, la compréhension, ça montre en fait que la compréhension, c'est pas du tout inutile. Que interroger chacun sur ce qu'il a compris du texte, compris, pas interprété, compris, littéralement même quitte à répéter ce que le texte dit, c'est ce qu'on appelle l'exercice de la synthèse. La synthèse. Faire un exercice de synthèse. La synthèse, c'est un exercice très sous-estimé, parce qu'on se dit, c'est bizarre, on me demande de répéter. On vous demande de résumer, de synthétiser sur une dizaine de lignes, une pensée, une idée ou un fait qui a été décrit sur 1, 2, 3, 4 pages. Ça a l'air tout bête, mais c'est pour voir si vous êtes déjà capable donc, de synthétiser, c'est-à-dire de réduire au minimum à l'essentiel quelque chose, un message, en faisant abstraction des détails superflus, de voir si vous savez repérer l'essentiel, mais aussi de le faire avec pédagogie, de savoir l'expliquer, le retranscrire, mais du coup, si vous avez compris, est-ce que, le produit que vous allez rendre, c'est un peu comme vous savez, ce qu'on appelle le téléphone arabe, ou alors le message codé dans Kaamelott, c'est-à-dire que voir si à la fin le message est identique, n'a pas été abîmé, si à la fin de ce processus-là, en étant passé par votre tête, le message ressort intact, le plus pur possible, vraiment pur, ou s'il a été abîmé par votre mauvaise compréhension et qu'il ressort déformé, parce que le texte dit quelque chose et pas autre chose. Et donc c'est un excellent exercice, pédagogiquement c'est puissant. Et c'est la bonne méthode, c'est la méthode scientifique de la littérature. Après, bien sûr qu'un texte, on peut en discuter, c'est le plaisir, voilà, t'en as pensé quoi, moi je suis pas d'accord, moi ça, machin, mais dis-moi, est-ce qu'au fond, si on veut, mais ça c'est du bonus, ça c'est de la branlette. Mais en termes d'enseignement, et surtout la base des bases, c'est d'abord de comprendre ce qu'on lit, tout commence par ça. Même les auteurs qu'on lit ont commencé par lire des auteurs et ont dû les comprendre avant tout. Imaginez le désastre si eux qui n'arrêtent pas de se répondre entre eux, parce que les textes se répondent entre eux, Schopenhauer répond à Kant, Nietzsche répond à Schopenhauer, etc. Vous voyez, les philosophes se répondent entre eux. S'ils se lisaient et s'ils ne comprenaient pas ce que l'autre disait, c'était le meilleur moyen de faire du contresens et d'être à côté de la plaque et de faire des faux procès, etc. Tout travail, même d'écrivain, de littérateur, c'est d'abord de lire les autres et de les comprendre. D'abord, vous écoutez ce que les autres ont à dire, humblement, vous vous renseignez, c'est la moindre des politesses et des corrections sur ce qui a été dit durant les 2000 dernières années avant vous. Et quand vous avez fait un petit peu le tour d'essentiel de ce qui s'est dit et que vous avez fait l'effort de le comprendre et de l'écouter, là peut-être vous pouvez ouvrir votre gueule et là peut-être vous pouvez commencer à répondre et éventuellement aussi après donner votre propre version des faits et voilà, etc. Et entrer en débat, en discussion. Et cette étape-là, la première, elle est complètement cramée et on vous précipite sur l'interprétation et sur le fait de discuter avec un texte que vous n'avez même pas pris la peine d'abord, dont vous n'avez pas pris la peine de vérifier que vous l'avez bien compris. Bien compris sans le déformer. Et cette compréhension, voilà, elle n'a rien d'évident. Et cette compréhension, elle se fait sur quelque chose de basique. C'est pas une question de décortiquer le texte avec ses figures de style, etc. C'est juste le sens général. Est-ce que vous avez compris ce que ça raconte? C'est quoi? Qu'est-ce que ça dit, ce texte? Et donc, c'est même important pour un écrivain. Quand vous écrivez un texte, votre hantise, c'est de dire j'espère que ça va pas être compris à côté de la plaque. J'espère qu'on va bien le comprendre. J'espère que ça va pas être mal interprété. J'espère que les gens vont bien comprendre. Putain, le gars se casse le cul pour écrire le texte le plus clair, le plus réussi possible pour à la fois être divertissant, intéressant, éventuellement amusant, bien écrit, beau, dégager une émotion, une beauté, que ce soit de la littérature, mais aussi et surtout clair, qu'on comprenne bien ce qui se passe, qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, qu'on ne comprenne pas à côté de la plaque. Et la méthode d'enseignement vient complètement déformer ça, retourner ça, le torturer, en faire un objet d'herméneutique, ce qu'on appelle de l'herméneutique, être herméneute, donc interpréter les textes, les analyser et tout. Or, l'herméneutique, c'est proche de la divination. Ça a son charme,
Mais c'est une espèce de science occulte en fait de la littérature. C'est pourquoi pas, mais si c'est revendiqué comme non scientifique, pour moi en fait c'est un peu comme l'astrologie. Tant que ça se revendique pas être de la science dure, pourquoi pas? C'est sympa l'astrologie. Moi j'aime bien l'astrologie personnellement. Moi je vous le dis, j'aime bien l'astrologie, hein. J'aime bien l'astrologie. Mais quand ça s'assume en tant qu'astrologie. Voilà. Bien, moi, la critique herméneutique, la critique qui se branle la nouille, qui surinterprète les choses, qui s'invente des interprétations farfelues, qui dépasse la littéralité du texte et qui part en live, je trouve que ça a un certain charme. Ce qu'a fait parfois Roland Barthes, que j'aime beaucoup au demeurant pour préparation du roman au Collège de France, et puis fragment d'un discours amoureux, et puis mythologie. Mais Roland Barthes, il a fait des travaux d'herméneutique complètement fumés. C'est du nawak. Le gars, il lit dans la mare de café, quoi. Mais une fois qu'on a accepté que c'était ça, bah pourquoi pas, c'est presque de la poésie en fait. En gros, il fait de la poésie sur des textes, il part en live, il rêvasse en fait, c'est de la rêverie littéraire, il rêvasse, il extrapole, ça a son charme. Si c'est revendiqué comme ça et pas autre chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'enseignement s'est emparé de cette façon de faire et la présente comme la méthode littéraire. Voilà, donc c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, ça fait un tort monstrueux à la littérature parce que ça fait croire, à tort, que les textes ont un sens ouvert, interprétable, malléable, et que les écrivains n'ont pas voulu dire ce qu'ils ont voulu dire. Parfois même, on leur fait dire le contraire de ce qu'ils ont voulu dire, parce qu'attention, il y a peut-être de l'ironie dans le texte, et attention, c'est peut-être antithétique, machin, etc. Parfois, mais voilà. Moi, j'étais très malheureux dans ma scolarité de français et de littérature parce que je voulais juste qu'on parle du texte, en fait. Juste qu'on en parle, point. Au sens où dire ce que ça raconte, en fait. Point. En parler des idées que ça dit, et puis apprécier la beauté du truc. Se laisser toucher, l'émotion. Mais là, ces figures de style, ces décortications, etc. Soit c'est du français, c'est pour apprendre le langage, soit, mais moi c'est pas ce que je préfère, tout comme pour le latin. Le latin, j'ai fait un podcast dessus, je vous renvoie à mon podcast sur le latin, faut-il faire du latin le latin, moi j'aimais le contact avec la civilisation antique, avec une autre civilisation, ce qu'on appelle la civilisation en latin, le contact avec les textes, avec les auteurs, avec cet autre monde. J'aimais éventuellement le côté littéraire, la beauté des idées ou des mots. Mais la grammaire, moi c'est personnellement, j'aime pas ça. C'était nécessaire, mais ça me faisait chier. Et ouais, ça qu'on on transforme les textes comme ça en objet de torture, en objet de laboratoire. Et ça fait du tort aux élèves qui se font chier, ça fait du tort à leur épanouissement intellectuel et à leur exactitude par rapport au langage, par rapport à la compréhension des mots et à ce que c'est que la littérature. Et puis ça fait du tort au texte même, et ça ferait chier les auteurs s'ils étaient là, ils doivent se retourner 10 fois dans leur tombe avec ce qu'on fait dire à leur texte. Et donc voilà, donc non, c'est il y a des limites en fait aux commentaires, parce qu'après on tombe dans l'exégèse ou dans l'herméneutique. L'exégèse et l'herméneutique, c'était entre autres des disciplines très prisées dans la théologie, dans la religion, hein. On interprétait les textes bibliques, etc. On proposait des interprétations, des allégories et tout. Mais là, attendez, on n'est quand même pas dans des textes, c'est pas du Nostradamus le machin, c'est pas Nostradamus, là, on parle de Voltaire, on parle de Diderot, on parle de Flaubert, on parle de Stendhal, comme des gens qui avaient un peu la tête sur les épaules, qui avaient une idée précise de ce qu'ils voulaient raconter, qui sont quand même cassés le cul, et on leur fait dire n'importe quoi, et on se branle la nouille dessus, et on s'empare du texte, et on fantasme. Non, c'est avant toute chose, on essaie de comprendre littéralement ce qui se passe, et voir ce qu'ils ont voulu dire, et puis apprécier bien sûr, après bien sûr la beauté du texte en elle-même, et puis en quoi c'est amusant, etc. Enfin, être beaucoup plus basique en fait, c'est con, mais en plus c'est reposant parce que c'est beaucoup plus basique, il n'y a pas besoin de partir hyper loin, c'est beaucoup plus proche d'une lecture naturelle en quelque sorte, quoi. Mais déjà c'est beaucoup, parce que ça travaille la compréhension, et c'est quand même important la compréhension dans la vie, entraîner les gens à comprendre le langage, à pas prendre les vessies pour des lanternes, à comprendre juste littéralement ce qu'on leur dit, simplement, et à savoir le synthétiser. C'est quand même la moindre des choses. Donc du coup, ouais, comment l'enseignement perd ça de vue. Et voilà, c'est vraiment terrible, quoi. Donc on tombe dans l'interprétation, ce que Yves Ancel appelle le délire. Au lieu de lire, on délie. Voilà, en plus hein, c'est un délit un délit d'incompréhension. Et le délire fait un tort monstrueux. Donc là, oui, justement, je paraphrase un petit peu les travaux d'Yves Ancel, si ça vous intéresse, si vous voulez comprendre un peu comment tout ça fonctionne, ce qui s'est passé. Et en plus, vous marrez parce qu'il y a tout un sottisier, il y a tout un bêtisier des pires conneries qu'on a pu faire dire au texte et les réputations qu'on leur crée, etc. Il y a du coup l'ouvrage d'Yves Ancel, Lire et délire, qui est vraiment excellent, hein. Là, je m'inscris un petit peu dans la continuité de ça, parce que c'est vrai que moi aussi, ça me tient à cœur ce combat-là, entre guillemets, parce que ça me désespère, quoi. Même en tant qu'auteur, vous vous dites, mais en fait,
Si les textes sont reçus comme ça, à quoi bon écrire en fait? En fait, de toute façon, ce qu'on dira sera déformé, réinterprété, fantasmé. C'est comme si j'essayais d'être clair en pure perte, en fait, vainement. Donc c'est très démotivant. Mais voilà, en tant que lecteur aussi. Et après, bah, du coup, vous étonnez quand vous lisez le texte de votre côté, de dire, mais attends, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit sur ce texte-là. En fait, en réalité, ça dit ça, ça et ça. Bon, là, j'évoque principalement des cas de surinterprétation d'un texte ou d'une œuvre. Mais ça, encore, c'est le cas créatif, entre guillemets. Où la personne, en fait, elle est partie de son côté, elle s'est montée un char, elle a cru comprendre quelque chose, ou en tout cas, elle a voulu comprendre cela. Mais il y a quand même eu une démarche, on va dire, moi, le reconnaître ça, une espèce de démarche vraiment de dialogue avec l'œuvre. Mais faut se rendre à l'évidence, c'est peut-être encore plus désespérant, peut-être que bon, c'est moins pire, j'en sais rien. Mais la plupart des gens ne franchissent même pas ce stade. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que souvent, le dialogue avec l'œuvre n'a même pas été créé. Et donc, c'est même pas qu'on surinterprète, c'est même pas qu'on interprète, c'est même pas qu'on comprend. C'est que la personne ne s'est même pas vraiment posé des questions et est complètement passée à côté de l'œuvre. Et c'est beaucoup plus commun et courant qu'on ne le croit, c'en est flippant. Il y a une anecdote que m'avait raconté mon ami Wilson, hein, Emmerich, hein, que certains connaissent du Salon 111, hein, avec qui j'anime le Salon 111. Il a été marqué par cette anecdote, qui m'a du coup marqué aussi à mon tour. Il avait été voir au cinéma le film Vice Versa de Pixar. Hein. Vice Versa, sorti en 2015, il me semble. Hein. Donc film d'animation de Pixar, qui met en scène des allégories, hein, c'est une des originalités du film. Mais voilà, bon, c'est un Pixar. Hein, c'est à la fois accessible, appréciable et compréhensible, aussi bien par les petits que par les grands. Hein, il y a des niveaux de lecture différents pour les enfants, pour les grands-enfants, pour les jeunes adultes, pour les adultes. Et donc, le film, bien que recourant à l'allégorie, donc au symbole, a un propos très structuré, très clair. Hein. C'est pas un film what the fuck ou ouvert à l'interprétation. Ça raconte une histoire précise, ça met en scène des émotions, en l'occurrence là, joie et tristesse qui ne s'entendent pas très bien. Voilà, hein, l'allégorie est claire. Se retrouve en fait exclu, en fait exilé de l'esprit de l'héroïne, du coup en prise uniquement avec peur, avec dégoût et avec colère. Alors vous voyez, peur, dégoût, colère, encore une fois, ça se fait beaucoup penser à ce qu'on faisait encore au Moyen-Âge, hein, la grande époque de l'allégorie, hein, où beaucoup de poèmes étaient allégoriques, on aimait beaucoup ça au Moyen-Âge. Et voilà, et donc l'héroïne étant en prise avec peur, dégoût et colère, sont sorties d'elle deux émotions cruciales, que sont joie et tristesse, qui doivent du coup retrouver le chemin de son esprit. Et donc mon ami était allé voir donc, ce film avec une fille, et donc bah, à la fin, forcément, voilà, ils se mettent à discuter du film tous les deux. Et mon ami, qui a adoré ce film, qui adore ce film, qui lui tient très à cœur, parce qu'il est très proche de sa vision des choses, sa sensibilité, et je le rejoins là-dessus, bah, dit justement à la fille, « Ah, je suis vraiment content d'avoir vu un film bah, qui dit au spectateur littéralement eh bien, que la tristesse, ce n'est pas forcément une mauvaise émotion, que cette émotion, en fait, elle peut être douce amère, agréable, qu'elle a un rôle à jouer dans le psychisme, et que du coup, il ne faut pas lui fermer la porte, il ne faut pas la rejeter, il faut l'accepter. Et voilà, il y a du bon dans la tristesse, surtout quand elle se mêle à la joie. Voilà. Et là, la fille, qui n'était pas une fille bête, hein, mon pote m'a précisé, et puis c'est pas le genre de fréquenter des idiotes, hein, le regarde comme ça, lui dit « Ah, mais j'avais pas du tout compris le film comme ça. » Et ça a traumatisé mon pote, parce qu'il s'est dit « Non mais attends, comment ça j'ai pas du tout interprété le film comme ça? Enfin, j'avais pas du tout compris ça qu'elle lui dit. J'ai pas du tout compris ça. » Bah, t'avais compris quoi en fait? Parce que c'est le message du film en fait. Et il n'y a pas d'autre message réellement, et c'est le message le plus explicite du film. C'est que littéralement le film se finit en disant ça. À la fin, dans le film, tristesse qui est rejetée sans cesse par joie, bah finalement, joie comprend que tristesse, elle a son rôle à jouer, elle accepte de lui laisser jouer ce rôle, et il se trouve que le conflit relationnel avec les parents, entre l'héroïne et ses parents, est résolu grâce au fait que tristesse intervient. Elle accepte le rôle positif que peut jouer la tristesse, et que parfois il faut se laisser aller à son chagrin, et c'est ça qui résout les choses. C'est vraiment littéralement ce que dit le film, c'est pas une question de fumée, d'interprétation, etc. C'est noir sur blanc dans le scénario, et du coup, on l'entend en dialogue, c'est ce que nous dit le film. Et une nana, qui étudie, qui est à l'université, qui est une jeune femme, voilà, instruite, a priori intelligente, passe à côté du message du film. C'est-à-dire que sort du film, et alors que quelqu'un
lui répète littéralement ce que vient de dire le film en disant qu'il a bien aimé ce message-là, la personne lui dit « Ah mais j'avais pas du tout compris ça, j'avais pas du tout cette interprétation-là. » Bah t'as interprété quoi? Bah, je sais pas. Et là on contemple le vide et on se dit « Ah merde !» Et là j'y reviens. On s'identifie à un créateur, à un auteur, qu'on est éventuellement soi-même, en tout cas qu'on aspire à être, et là on se dit putain, mais pourquoi on écrit en fait? Pourquoi on raconte des histoires? S'il y a un truc aussi bien raconté que ça, aussi clairement raconté, aussi simple, facile, on n'est même pas dans des trucs élaborés là. Les gens passent à côté et à la fin, à la sortie du cinéma, à la fin du film, on leur apprend de quoi ça parlait. Tellement ils étaient passés à côté, tellement ils n'ont rien habité. Enfin, c'est inquiétant ce stade-là. C'est que là, c'est plus une question de ah, les gens surinterprètent, c'est le délire, etc. Là, c'est qu'ils n'interprètent même pas. Ils ne comprennent même pas. Ils passent à côté de ce qui est juste le message du film. Son message. Et donc ça m'a marqué en fait. Ça l'a marqué, mon ami, et ça m'a marqué. Et pour nous maintenant, ça c'est une référence en fait de ce qu'est la relation, hélas, de beaucoup de gens aux œuvres. Ils passent complètement à côté. Ils regardent des images défiler sur un écran, ou ils regardent des caractères se promener sur une page. Ils s'évadent, comme ils disent. Ça m'évade, ça me change les idées. Bah écoutez, c'est très bien. Le problème, c'est que des idées, il y en a dans le livre et dans l'œuvre. Et donc là, en fait, en n'étant pas attentif ou en ne comprenant pas, il faut passer à côté du truc, du principe, en fait, de l'intérêt. Mais c'est vrai que c'est très déroutant de discuter avec des gens parfois voilà, à la sortie d'un film ou après avoir lu un livre, et on ne fait rien d'autre que répéter ce que dit le livre et le film. Et on cite des passages, on est précis. On dit ouais, t'as vu tel passage, il se passe ça. Et la personne nous fait ah, mais j'avais pas du tout compris ça. Ah, mais je me souvenais pas de ça. Bah, tu te souviens de quoi? Parce qu'en fait, juste, c'est le cœur du truc. Donc, si tu te souviens pas de ça, tu te souviens de quoi? Enfin, c'est très déroutant. Je sais pas. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Et ça peut aller loin, cette histoire, hein, parce que parfois, les personnes vous disent que c'est leur film ou leur livre préféré. Donc, bah, du coup, vous êtes content de trouver quelqu'un qui a ce livre ou ce film préféré, que vous aimez beaucoup, donc vous mettez à en parler. Et vous apprenez quasiment à la personne de quoi parle le livre ou le film. Et vous dites, et c'est son livre ou son film préféré, comment ça se fait qu'elle a l'air de découvrir de quoi ça parle quand je lui en parle moi? Enfin, là, on parle de livre ou de film préféré, c'est pas juste le truc que vous avez vu comme ça. Mais d'ailleurs, cette espèce de vide créé par le fait que les gens n'ont pas été si attentifs que ça, n'ont pas si bien compris que ça, peut peut-être expliquer bien du coup ce besoin qu'ils ressentent pour combler le vide, justement. Il y a pas mal d'exemples comme ça, favorisés par mon maître Yves Ancel, qu'il aime bien, en fait, dans lequel il aime bien piocher, qui sont devenus un peu canoniques dans le genre d'incompréhension littéraire, alors que tout est dans le texte, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas à chercher midi à 14h, et pourtant, voilà, c'est la lecture fantasmée qui l'emporte. Mais dans le Rouge et le Noir, par exemple, dans le Rouge et le Noir, il y a toute une lecture, en fait, canonisée, selon laquelle, en fait, Julien Sorel, à la fin du roman, commet un crime passionnel, commet un crime comme ça, impulsif, passionnel, quand il va tenter de tuer Madame de Rênal. Problème, il faut quand même lire attentivement le texte. On a quand même quelqu'un qui part de Paris et qui va, en gros, en Franche-Comté. Verrières, c'est une ville de Franche-Comté. C'est pas aujourd'hui, c'est pas l'époque du TGV. Même en TGV d'ailleurs, au passage, on pourrait quand même se dire oui, alors bon, crime passionnel, crime impulsif, non prémédité, bon, il y a quand même environ 2-3 heures de TGV, facilement 3 heures. Bon, le gars a le temps de réfléchir 2-3 secondes à ce qu'il fait, et donc c'est plus si impulsif, si spontané que ça. On est dans le prémédité là. Mais alors, imaginez au 19e siècle. Au 19e siècle, en 1830, le temps qu'il faut pour relier Paris à une ville de Franche-Comté, au fin fond de la Franche-Comté, non loin de Besançon, le temps qu'il faut en fiacre, en calèche, en malle-poste, pour atteindre la destination. Et donc autant de temps qu'a le personnage pour réfléchir à ce qu'il va faire, pour préméditer son acte, et même, le texte le dit, il va acheter des pistolets. Donc le gars en plus il faut qu'il s'équipe. Non mais. Et malgré tout, on entend dire, ah ouais, le crime passionnel à la fin du Rouge et le Noir, le crime impulsif, etc. Mais c'est un crime extrêmement raisonné, pensé, prémédité, le gars a le temps d'y réfléchir. C'est pas parce que ça va vite dans le texte, que ça met 3 lignes dans le texte, que c'est rapide dans la réalité du récit. Dans le récit, ça prend minimum peut-être 2 jours. Là, c'est vrai que c'est peut-être des moments où, en effet, il faut être un peu plus attentif. C'est que là, ça peut échapper à beaucoup de gens. Là, on dit, ouais, là, t'es vraiment dans le détail, etc. Oui, mais c'est aussi ça, parfois, à lire. Mais du coup, juste, en tout cas, il ne faut pas faire dire n'importe quoi au texte. Je mentionne souvent l'exemple, qui pour moi est mon exemple traumatisant canonique, des paradis artificiels de Baudelaire, que certains ont quand même réussi à comprendre comme une incitation, une apologie des drogues,
Alors que précisément, dans le texte noir sur blanc, Baudelaire dit que les gens qui se droguent sont des usurpateurs, des tricheurs, voilà, et que du coup c'est immoral, etc. Il veut démontrer l'immoralité des drogues, donc bon, on peut pas faire plus clair. Et non, il y en a quand même qui ont réussi à trouver moyen de dire que c'était un livre d'apologie des drogues. Hein. Voilà, comme quoi, tout est prétexte pour ne pas voir juste la dure réalité du texte. Qu'en fait, il faudrait réhabiliter la paraphrase. La paraphrase, en fait, et la synthèse devraient redevenir des exercices maîtres parce qu'on commencerait par la base des bases et on se rendait compte en fait que c'est pas si évident que ça de comprendre un texte. On croit l'avoir compris et en fait on n'a pas tant compris que ça. Il nous manque des éléments, il nous manque des éléments de contexte, des connaissances que les profs sont là pour nous donner, éventuellement du vocabulaire. Et puis effectivement, il y a déjà assez d'ambiguïté comme ça dans un texte, même malgré les efforts de l'écrivain. Alors si en plus on en rajoute et on en invente, c'est même pas la peine. Donc justement, on peut tomber un peu dans des pièges comme ça, d'ambiguïté ou de contresens, d'être passé à côté d'une allusion, etc. Parce que parfois c'est subtil, effectivement. Et au lieu de nous donner des outils pour ça, on nous donne les outils pour encore plus obscurcir le texte et sortir et le surinterpréter. Voilà, donc c'est même pas l'interprétation, c'est la surinterprétation. Donc voilà, alors à qui profite le délire? Ce que je disais en fait, le délire profite en fait à des élèves qui, dans leur genre, vont être des bons élèves dans ce registre-là, mais qui précisément parce qu'ils sont bons élèves dans ce registre-là montrent qu'en fait ce sont des mauvais élèves. Parce que qu'est-ce qu'ils deviendraient s'ils devaient arrêter de fantasmer, d'être en fait des baratineurs professionnels, d'avoir parfaitement compris ce que le prof attendait et comment il fallait jouer avec les figures de style, etc. Et si on leur demandait simplement de comprendre un texte et d'en retranscrire le sens fidèlement et voilà, de le discuter rationnellement. Si ça se trouve, ce seraient des très mauvais élèves, tout d'un coup, ils seraient complètement à côté de la plaque. Ça fait venir des imposteurs, ça attire les imposteurs, ça laisse une marge aussi, simplement à l'imposture. La filière littéraire a développé une réputation de voie de garage, de matière d'imposteur, de discipline où, allez, bon, même s'il n'est pas très doué, il lui faut son bac général, parce qu'il faut à tout prix avoir le bac général, bien sûr. Rien ne vaut, à part ça. En fait, en réalité, le bac vaut de moins en moins, voire ne vaut plus rien. Mais malgré tout, la légende persiste, il faut quand même le bac pour le principe d'avoir le bac. Hein, comme on le dit souvent, hein, sans, vous n'êtes rien, avec, vous n'êtes pas grand-chose. Hein. Donc bon, vous n'êtes pas grand-chose que rien, donc il faut à tout prix l'avoir. Hein. Le reste ne vaut rien. Hein. Aucun autre métier ne vaut quelque chose. C'est le bac général, le bac général, le bac général. N'importe quoi. Et donc, comme il faut tout avoir le bac général et que le bac S a gardé un minimum de méthode et de rigueur et qui fait que c'est pas n'importe quel charlot qui peut se présenter là-bas, comme ça devrait être le cas pour les lettres, pas n'importe quel charlot ne peut aller en lettres, je suis désolé. Si on les enseignait fidèlement, correctement, intelligemment, je peux vous dire qu'il y aurait des recalés en lettres parce que les gens ne seraient pas à la hauteur, ils n'auraient pas les facultés intellectuelles, ils n'auraient pas les compétences pour comprendre la littérature et l'apprécier, et du coup ils se vautreraient comme en S, il n'y a pas de raison. Mais comme on a établi un enseignement qui est ce qu'il est, eh bien effectivement il y a de la place pour les baratineurs. Il y a de la marge, il y a de la marge, il y a moyen de moyenner, il y a moyen de se, quand on est vraiment pas fait pour ça, quand on n'est pas du tout taillé pour ce genre d'enseignement, de faire illusion, juste en répétant ce que le prof a dit, ou alors en apprenant cette méthode qui consiste en fait à déformer les textes, en jouant sur les figures de style, bref, il y a moyen de baratiner. Et les gens, bêtement, qui n'aiment pas baratiner, qui sont presque trop honnêtes en quelque sorte dans leur lecture, et qui restent au niveau du texte, passent pour eux les cancres, passent pour eux les imbéciles, hein, comme Quentin de Montargis. Qu'est-ce que tu vois, Quentin? Une tâche, voilà. Alors qu'en fait, ils sont dans un premier degré plutôt sain et vertueux, au moins comme point de départ, comme point d'entrée du texte. Et voilà, et donc c'est à qui profite le délire. Il profite à pas mal d'élèves pour essayer à tout prix de donner le bac à un maximum de monde, et ça, malheureusement, ça a tiré vers le bas la filière littéraire. Ça l'a fait passer pour une imposture, ce que ça n'est pas, ce que c'est pas censé être. Pendant des siècles, la littérature, les sciences humaines, les humanités, comme on dit, les humanités, ça a été le grand art, ça a été la grande discipline, quasiment personne n'allait en sciences, il faut dire que les sciences n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. Et c'était la classe. Être bachelier S-lettres, déjà, il y avait beaucoup d'échecs. Zola a raté son bac. Zola ne l'a pas eu d'ailleurs, je crois. Zola n'a pas eu le bac, il me semble. Baudelaire a eu son bac de justesse. C'était un objet de fierté d'être bachelier. C'était pas rien. C'était presque être polytechnicien aujourd'hui, en gros. Hein. En gros, pour décaler un peu les équivalences, être bachelier à la fin du 19e siècle, c'est l'équivalent aujourd'hui de dire on est polytechnicien. C'était bachelier S-lettres, quoi. Il fallait l'avoir le bac, hein. Mais aujourd'hui, c'est une plaisanterie. On le donne. Là, je suis désolé, c'est pas une légende, là. C'est pas un discours de vieux con, c'est une réalité. Je peux vous le dire, on voit bien, par rapport à une époque, on le donne, et surtout en lettres. En lettres, plus encore. Déjà, qu'apparemment, on le donne dans les autres matières, mais alors là, en lettres, c'est certain. Vu les méthodes, on le donne. Parce qu'on a
laisser la porte grande ouverte aux baratineurs, c'est le monde du baratin. Même les profs sont devenus des baratineurs professionnels, on forme les profs pour être des baratineurs, et certains ont conscience et en souffrent. Mais les méthodes, les consignes, etc., entre les méthodes de notation et la façon dont on leur demande d'approcher les textes, ils sont obligés de tomber dans le baratin, au lieu de faire de la littérature au sens histoire littéraire, de l'histoire littéraire avec des dates, avec des réalités, et aussi, surtout, du coup, de la compréhension de textes rigoureuse et étudier les textes au sens qu'on appelle au sens fermé, pas au sens ouvert. Donc, plus d'essais, des œuvres intégrales, voilà, des choses plus littérales en fait, qui sont pas libres d'interprétation, comme l'est la poésie, ou alors des extraits isolés de leur contexte, où en fait on peut leur faire dire n'importe quoi parce qu'on les isole du reste de l'œuvre. Parce qu'évidemment, les livres c'est trop long à lire, les élèves veulent pas le lire, donc du coup, voilà, on leur fait lire des œuvres très courtes, d'où le succès de certains textes surestimés, mais parce que c'est devenu des hits, parce qu'il n'y a pas tant de textes que ça, très courts dans la littérature, donc autant en profiter, donc on leur fait lire des Candides de Voltaire, des nouvelles, etc. Voilà, donc bon, bref, il y a comme ça une espèce de voilà, d'engrenage, et il faut mettre fin au délire. Aussi bien au délire, le mot, et au délire, hein, le néologisme de mon professeur, il faut mettre fin au délire là. Parce que ça, voilà, ça fait mal au cœur en fait. Et c'est un énorme malentendu. Et alors certains m'objecteront, hein, et ce sera peut-être le dernier temps de ce podcast. Ouais, mais là, Kid, t'es un petit peu dur. Quand même, ça fait partie du charme, et faut quand même panier, ça fait partie de l'essence de la littérature et des sciences humaines d'être libre d'interprétation. Il y a quand même une forme d'interprétation, c'est quand même plus ouvert, que voilà, on peut comment discuter, on a une sensibilité, on le reçoit, etc. Alors, moi je vais vous donner mon avis qui va peut-être paraître complètement radical sur le sujet, mais moi je maintiens, je pense que les textes ne s'interprètent pas. Sauf quand c'est volontaire, quand c'est dit, quand c'est quasiment assumé, que le texte en fait, est complètement abstrait et flou comme un tableau. Vous voyez, il y a l'art figuratif et il y a l'art abstrait. L'art abstrait s'interprète, l'art figuratif, désolé, le radeau de la méduse, c'est le radeau de la méduse. Ça s'interprète, ça décrit quelque chose. Oui, mais attends, il faut voir aussi au-delà du tableau, que ça signifie aussi la condition humaine, tout ça. Oui, on connaît, voilà. On connaît. Hein. Mais le sacre de Napoléon, vous allez m'interpréter quoi là-dessus? C'est un tableau historique qui décrit un moment, etc. Voilà, il faut quand même arrêter. Alors oui, après, il y a des courants de peinture, il y a le maniérisme, etc. Il y a comment... il y a certains en fait, mouvements de peinture, etc., anglais et tout, bien sûr, oui. Mais oui, il y a une histoire à chaque fois. Il y a un mouvement, il y a une esthétique, il faut quand même un peu connaître tout ça. Non, moi, globalement, la littérature, ça ne s'interprète pas. Il y a quelque chose qui est écrit dans le texte et ça ne dit pas autre chose. Vous pouvez pas faire dire n'importe quoi à Stendhal, à Proust, à Flaubert. Ils ont dit quelque chose dans leur texte, ils voulaient en venir quelque part. Vous pouvez pas vous barrer avec ça et fantasmer et délirer parce que c'est la littérature, machin. Oui, vous le ressentez d'une certaine façon, évidemment. Là, c'est différent. Est-ce que ce texte vous plaît pas, vous choque pas, vous amuse, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais tout ça part du fait que vous avez d'abord compris. Ça part pas directement avec le côté. Alors moi je pense que ça dit pas ce que ça a l'air de dire. En fait moi je pense que ça dit ça machin. Là vous êtes en train de vous barrer en live. Donc non, non il n'y a pas tant que ça d'interprétation et de place pour l'interprétation en littérature. C'est faux. Certains diront oui mais attends Kid, les sciences humaines par définition c'est humain. Tu l'as très bien dit toi-même. C'est une zone de flou. Il y a des nuances, il y a des contradictions, etc. C'est donc pas de la science pur et dur. Donc en fait, il y a de l'interprétation dans les comportements humains. On interprète les comportements humains, on donne un avis, voilà, tout ça, c'est libre d'interprétation. Il y a des façons de voir les choses. D'ailleurs, tu parles tout à l'heure de grille de lecture. Les grilles de lecture, c'est qu'en fait, on peut changer la lumière, l'éclairage sur quelque chose, et en fait, du coup, ça change la vision qu'on s'en fait et l'allure que ça prend. Et donc, ça prouve bien qu'en fait, il y a une marge de manœuvre. Alors pourquoi on ne l'aurait pas pour la lecture? Mais justement, je vais vous donner mon avis. C'est vrai que l'être humain s'interprète, entre guillemets. Il y a des comportements humains, il y a des sentiments humains de toutes sortes, des personnalités différentes aussi de toutes sortes, des points de vue. Et tout ça, ça crée effectivement une multiplicité en fait de sens possibles qu'il n'y a pas toujours en science. Ce qui fait que c'est les sciences humaines et qui font leur charme au passage. Toute leur complexité, mais tout leur charme. Et c'est vrai que des choses s'interprètent dans le monde des sciences humaines, que des comportements, que des sentiments, que des idées s'interprètent, qu'on peut avoir une sensibilité différente et du coup une approche différente des choses. Et la littérature et les sciences humaines sont faites de ça. Mais cette interprétation, elle nous est proposée par des auteurs qui, eux, effectivement, ont pris le temps et la peine d'y réfléchir et sont venus proposer cette vision, et soit par le biais de la fiction, soit par le biais d'un essai, et avec leur talent et leur clarté, ils sont venus nous la soumettre, nous la proposer. Leur vision du monde, leur vision de l'humain, leur interprétation de tels sentiments, leur façon de les décrire, de mettre des mots dessus, le jugement qu'ils portent dessus, positif ou négatif.
La jalousie, chez Proust, n'est pas forcément la jalousie qu'on a chez Stendhal, qui n'est pas la jalousie qu'il y a chez Flaubert. Et surtout, ils ne mettent pas l'accent autant dessus. Chez Proust, la jalousie prend une proportion énorme et très importante dans l'œuvre, et en plus, elle est vue d'une certaine façon. Chez un autre auteur, elle sera ou alors moins importante, elle prendra moins de place, ou alors elle sera vue plus négativement, jugée plus négativement, ou comme étant le contraire de l'amour, etc. Là, effectivement, vous allez dire, on est dans l'interprétation. Mais des auteurs qui portent un regard, effectivement, sur notre humanité, sur nos comportements, sur notre monde, leur regard. Mais ils sont auteurs. Auteurs. Vous êtes lecteur. Vous n'êtes pas auteur. Vous êtes éventuellement auteur, mais pas dans cette situation-là. Vous êtes auteur quand c'est vous qui écrivez. Et là, effectivement, c'est à votre tour de donner votre interprétation des choses, de si vous voulez fantasmer, délirer, spéculer sur le comportement de quelqu'un. Hier, machin est venu, je me demande si, machin, si vous voulez, vous allez pouvoir donner votre propre interprétation des comportements humains, des mœurs, des situations, etc. Si vous voulez faire du what the fuck aussi, etc., pas de souci. Là, je vous parle de lecture, de littérature et de lecture. Vous pouvez pas faire dire n'importe quoi à un auteur qui s'est cassé le cul pour vous dire quelque chose. Vous pouvez pas faire dire n'importe quoi à Nabokov dans Lolita. Dans Lolita, Nabokov a une certaine approche de ce qu'il appelle du coup être nympholepte. Nympholepte, en fait, c'est de la pédophilie en fait de jeunes, c'est pas d'enfants, c'est de jeunes femmes en fait, hein, voilà, de préadolescentes quoi, hein, de petites nymphètes comme il appelle ça les nymphètes, donc nympholepte. Et le texte dit quelque chose. Nabokov nous en parle d'une certaine façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il dit quelque chose sur ça. Et vous ne pouvez pas vous barrer juste parce que vous avez un préjugé sur le texte ou que vous avez décidé que ça ne vous plaisait pas ce sens-là et vous préférez le tirer dans votre sens, ce qui s'est passé avec le malheureux Baudelaire pour les paradis artificiels. Je ne sais pas. Je pense que les hippies ont pris le rêve pour des réalités. Il y a des hippies qui cherchaient des cautions intellectuelles pour justifier leur consommation de drogue et ils ont fouillé dans la littérature ce qui parlait de ça et ils ont trouvé Baudelaire. Et alors ça faisait trop stylé de dire ouais Baudelaire de toute façon il a écrit les paradis artificiels, tu vois. Mais il s'agirait quand même de lire le texte déjà, de le lire de préférence sans être sous l'emprise des drogues. De le lire et de le comprendre. Et vous ne pouvez pas faire dire autre chose à ce texte que ce qu'il dit. Et moi, ça fait partie des textes, des lectures qui m'ont marqué et qui m'ont fait réaliser à quel point les textes étaient maltraités et que c'était désastreux cette approche de laisser libre l'interprétation et de ne pas avoir assez mis l'accent sur la compréhension, la paraphrase, la synthèse. Baudelaire, dans les paradis artificiels, il se montre très sévère vis-à-vis de la consommation de drogue, en particulier le hashish. Il se montre très sévère. Il est plus complaisant sur le laudanum, les antidouleurs, la morphine, tout ça et tout, parce que le rapport à la maladie, la douleur, etc. Mais les drogues récréatives, il est très 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 dur par rapport à ça. Il traite de faussaires les gens qui essaient de voler le paradis artificiellement par le biais des drogues, plutôt que par le travail et par l'art. C'est plutôt clair comme sujet. Je vous assure, lisez, c'est la conclusion. Lisez dedans, c'est écrit noir sur blanc. Il passe en revue d'abord, sans jugement, les effets, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Il n'est pas pudibond. Mais ses conclusions sont très sévères. Comment ça se fait qu'on obtient, alors chez les gens qui ne l'ont pas lu, la réputation, le discours, ah ouais les paradis artificiels de Baudelaire, ouais il adorait les drogues Baudelaire, ah ouais Baudelaire il célébrait les drogues, mais d'où il célèbre les drogues? Vous avez lu le texte ou quoi? Non vous l'avez pas lu, vous répétez ce qu'on vous a dit. Et qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Des gens qui l'ont lu? Déjà peut-être même pas, des gens qui eux-mêmes l'ont pas lu. Et ça vient sans doute de gens qui l'ont lu, mais qui ont décidé que le texte dirait autre chose que ce qu'il dit parce que le sens ne leur convient peut-être pas, ou qu'ils sont partis tellement avec une idée préjugée du texte qu'ils ont réussi à zapper les passages qui ne les arrangeaient pas. Leur cerveau a fait un tri en fait, hein. Ils ont compris ce qu'ils ont voulu comprendre, ou alors on a affaire à des gros abrutis qui savent simplement pas lire, qui savent pas être face à un texte et prendre les mots pour ce qu'ils sont, sans être à côté de la plaque. Je ne sais pas, mais en tout cas il s'est passé quelque chose de grave autour de ce texte quand même qui est désastreux, parce qu'il n'y a pas pire, pas plus déchirant pour un écrivain qu'un message qui passe pas. Imaginez, vous écrivez un livre, vous travaillez pendant des heures parce que vous avez un message qui vous tient à cœur, que vous voulez transmettre. Résultat, où le message n'est pas lu, terrible, ou alors le message est lu, mais compris complètement de travers, voire à l'opposé. Ça vous arrive, à l'échelle intime, avec un SMS, vous allez être fou. On a tous connu ça. Vous envoyez un message à quelqu'un. 1. Il n'est pas ouvert. Frustration, vous avez un message important que vous vouliez transmettre. Il n'a pas été consulté, l'autre n'en a pas connaissance. 2. Il a été ouvert, mais pas de réponse. Message lu, pas de réponse. On connaît le fameux lu. Ou alors, il est lu, il est ouvert et lu, mais il est mal compris. Il est compris à l'envers. Et là, bonjour les dégâts. On déteste ça en tant qu'auteur d'un message. Alors imaginez un livre, une œuvre d'art. C'est déchirant et c'est rageant. Et c'est pour ça que les écrivains parfois ont vécu ça de leur vivant et que ça les rend souvent très durs vis-à-vis du public. Qu'on a des écrivains qui traitent le public d'imbéciles, d'idiots, etc., qui est très dur parce qu'ils se sentent incompris.
Baudelaire qui se tape un procès pour les Fleurs du Mal en 1857, à la parution. Flaubert qui se tape un procès pour Madame Bovary, à la parution aussi en 57, hein, même année le procès, même été, tout ça. Bref, voilà, ces écrivains n'ont pas écrit des textes pour qu'on les comprenne à l'envers ou qu'on en fasse n'importe quoi. Ils avaient un truc à nous dire manifestement, et il s'agirait de comprendre, d'écouter, et de ne pas repartir avec notre propre interprétation. Vous interpréterez vous-même vos propres textes, vos propres vos observations à vous, vous ferez ce que vous voulez, mais là, il ne s'agit pas quand même de faire mentir les textes. Et voilà, il y a tellement d'exemples de cela. Tellement d'exemples. Voilà, moi j'ai pris celui qui m'a le plus marqué, qui m'a vraiment donné une révélation, un choc quand je l'ai lu. On m'avait donc menti tout ce temps, quoi. On m'a dit de la merde sur un texte, on m'a dit le contraire de ce qu'il disait, qui m'avait fait avoir un mauvais a priori sur un auteur, donc en fait on m'avait voilà, induit en erreur, et ça c'est terrible comme sensation. Donc vraiment, bon, maintenant je peux rendre justice au texte, mais bon sang, je ne serai jamais assez tout seul pour renverser la vapeur. Maintenant c'est foutu, le texte a une réputation, a ce qu'on appelle un discours d'escorte, et maintenant c'est fait, le discours est entériné, et les préjugés ont la vie dure. Et ça c'est les dégâts, les ravages, voilà, comme ça, de la non-lecture, de la lecture, de la mauvaise lecture. Et si on lisait les textes plus correctement, ça se passerait pas. Déjà, si on les lisait tout court, pour commencer. Hein, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc, bien sûr qu'il y a une méthode littéraire. Et bien sûr que les textes ne s'interprètent pas. Vous pouvez interpréter le monde à votre façon, si vous voulez. Bien que le monde a aussi une réalité, hein, sur certaines choses. On ne peut pas tout interpréter. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez avoir votre vision du monde. Vous pouvez avoir votre interprétation des comportements humains, des sentiments. C'est ce que font les artistes. Ils donnent leur interprétation, leur vision, leur sensibilité. La façon de voir le monde d'un Flaubert n'est pas celle d'un Dickens, qui n'est pas celle d'un Mark Twain, qui n'est pas celle d'un Jack London, qui n'est pas celle d'un Tolstoï, qui n'est pas celle d'un Dostoïevski. Tolstoï et Dostoïevski sont souvent opposés, c'est deux écrivains russes, mais c'est pas du tout la même vision du monde. Dostoïevski et Tolstoï, c'est pas du tout les mêmes délires, c'est pas la même vision de l'humain, c'est pas les mêmes façons d'aborder les choses, c'est pas les mêmes sujets parfois. Donc eux, ils interprètent les choses, ils interprètent un monde par leur subjectivité, effectivement. Les sentiments humains, les rapports humains, les idées, la philosophie, oui. Eux, ils interprètent, ils sont auteurs, et ils viennent proposer leur interprétation. Donc oui, bien sûr, dans les sciences humaines, il y a de l'interprétation. Évidemment, c'est fait que de ça. Où est la vérité là-dedans? Où est la vérité? Toutes les philosophies ont raison, du point de vue de leur auteur, et elles sont très bien démontrées. Et du point de vue du lecteur qui adhère à cette vision, qui correspond à sa sensibilité propre. Donc l'interprétation, elle est bien là. Oui, on vit le monde, on interprète le monde et les sentiments et l'humain à notre façon, en tant qu'auteur ou en tant que lecteur. Et du coup, on se retrouve dans un texte qui a la même vision que nous, et un texte donne sa vision. Donc tout ça, oui, là, on est dans le monde de l'interprétation. Mais une fois que l'interprétation a été mise noir sur blanc, a été écrite, ça y est, c'est bon, c'est écrit, c'est sur noir sur blanc, c'est plus négociable. Si vous voulez surinterpréter à votre façon, vous allez de votre côté, vous écrivez votre propre texte. Ou alors vous trouvez un auteur qui correspond à votre vision des choses. Mais le texte là, il dit ce qu'il dit, il dit pas autre chose, il va pas s'adapter à vos préjugés, à vos fantasmes. Il dit un truc, l'auteur a voulu vous dire quelque chose, et c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas d'interprétation, sauf s'il a décidé qu'il y en avait une, il laisse un silence, il laisse une fin ouverte, tout ça. Dans ce cas, il a décidé que vous auriez une interprétation libre. Mais généralement, c'est sur un fait. Mais voilà, il n'y a pas d'interprétation libre d'un texte, ce n'est pas possible. Le truc, c'est qu'une lecture, elle doit être démontrée et prouvée. C'est là qu'on vient en fait à la méthode littéraire. Il y a une méthode. Admettons que vous vouliez proposer effectivement une interprétation d'un texte. Il va falloir la démontrer, et très solidement. Très solidement. Il va falloir montrer que ça tient le coup. Mais il faut être humble devant le texte. Il y a une forme d'humilité qui s'est perdue là. Avec le sujet lecteur, on a fait des petits lecteurs imbus d'eux-mêmes, capricieux, voilà, à qui on a dit qu'ils avaient les pleins pouvoirs et qu'ils pouvaient délirer, fantasmer sur le texte. Non. Et c'est très mauvais sur le plan de la formation intellectuelle au passage. Après, on s'étonne qu'il y a des fake news, qu'il y ait des complots, je ne sais quoi. Évidemment, on a dit aux gens que tout était interprétable, voire surinterprétable, et que les choses ne se lisaient pas pour elles-mêmes. Alors évidemment, il ne faut pas s'étonner si après les gens sont complètement pétés du casque, déconnent et délirent et fantasment les choses. Puisque en fait, on leur a appris qu'un texte n'était jamais vraiment ce qu'il disait. On leur a carrément lancé l'idée insidieuse, hein, Inception. Hein. On leur a carrément inceptionné qu'un texte, attention, ne disait pas exactement ce qu'il voulait dire, voire même parfois disait presque le contraire, qu'il fallait lire au-delà du texte pour voir le sens caché. C'est quasiment de la franc-maçonnerie, le machin, c'est de l'ésotérisme, quoi. Faut arrêter, quoi. Non, vraiment, voilà, retourner un petit peu comme ça à l'essence de la compréhension de texte et former des esprits, du coup, qui déjà sont humbles, savent s'effacer derrière une pensée de quelqu'un d'autre, apprendre à écouter l'autre, hein, à s'effacer derrière la pensée d'autrui, même si c'est pas la nôtre. Moi, Nietzsche, j'ai beaucoup aimé le lire, mais je suis pas du tout d'accord quasiment avec ce qu'il dit, je suis d'accord avec quasiment rien chez Nietzsche, mais j'ai bien dû
le lire et faire l'effort de comprendre ce qu'il voulait dire, vraiment que comprendre, de rentrer dans sa façon de penser, pour être sûr de ne pas déformer, pour être sûr d'avoir bien pigé ce qu'il voulait dire. Et après, je suis d'accord ou pas, mais je ne peux pas arriver et faire mes courses et prendre ce que je veux avec mauvaise foi et transformer ce qu'il raconte parce que Nietzsche, c'est Nietzsche. Il a une pensée et croyez-moi, c'est très clair et on ne peut pas lui faire dire autre chose. Même les textes ont une réputation comme ça, un peu fumeuse, etc. La recherche du temps perdu, que j'ai lu récemment, moi, on m'avait fait l'idée d'un texte, tu vas voir, c'est perché, tout ça, tu vois, c'est très abstrait, machin, mais pas du tout. C'est un texte qui part d'un point A à un point B, qui part de l'enfance jusqu'à l'âge de la maturité. On voit les personnages vieillir, mourir, c'est linéaire, c'est chronologique, il y a très peu d'analepses, très peu de retour en arrière, etc. Les volumes se suivent très directement les uns les autres, d'une façon logique. Il se passe une histoire concrète, un récit réaliste et tout. Et oui, c'est interrompu par des réflexions, des pensées très profondes et très jolies, des introspections, mais même elles ont un sens et c'est pas interprétable. Proust a des idées très précises sur la naissance d'un sentiment, sur la jalousie, sur la fin de la jalousie, sur la fin de l'amour, sur l'art, sur ce que c'est que le théâtre, ce que c'est que la littérature, tout ça. Et ça dit quelque chose et pas autre chose. Vous ne pouvez pas dire autre chose que ce que Proust a voulu dire. C'est son interprétation à lui. Lui l'a interprété, il nous l'a retransmis le plus fidèlement possible qu'il a pu avec ses mots à l'écrit. Et à partir de là, on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas le lire autrement que ce que ça dit. Ça dit ça. Voilà. Et après, on aime ou on n'aime pas. Moi, il se trouve que j'aime beaucoup, que ça me touche, que ça m'a parlé. D'autres, non. Mais c'est le sentiment qu'on en a qui éventuellement est après notre attitude personnelle. Mais le texte est le même pour tout le monde. Alors oui, chacun va le recevoir un peu différemment, parce que certains vont être plus marqués par un passage, quelqu'un par un autre. Oui, on a chacun évidemment notre façon comme de recevoir un texte. Mais justement, c'est sans doute Marcel Proust qui a le mieux résumé, synthétisé, trouvé le parfait compromis sur cette question de la compréhension de texte, du respect du sens objectif véritable du texte, qui rencontre en même temps la subjectivité de l'esprit d'un lecteur, son point de vue et sa sensibilité. Et cette idée fait partie des nombreuses qu'il expose dans ce magnifique passage au cœur du temps retrouvé, le 7e et dernier volume de La Recherche du temps perdu, dans cette partie qu'il nomme lui-même très joliment l'adoration perpétuelle, qui est une véritable profession de foi artistique et littéraire, où il dit ces mots fameux, que nous ne sommes pas lecteurs d'un auteur, mais que nous sommes avant tout lecteurs de nous-mêmes, et que l'ouvrage est comme un instrument d'optique qui convient ou pas à notre vue, avec lequel on voit flou ou net, qui nous permet ainsi de lire en nous-mêmes avec les bonnes lunettes. L'écrivain ne dit que par une habitude prise dans le langage insincère des préfaces et des dédicaces « mon lecteur ». En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance en soi-même, par le lecteur, de ce que dit le livre, est la preuve de la vérité de celui-ci, et vice-versa, au moins dans une certaine mesure, la différence entre les deux textes pouvant être souvent imputée non à l'auteur, mais au lecteur. De plus, le livre peut être trop savant, trop obscur pour le lecteur naïf, et ne lui présenter ainsi qu'un vers trouble avec lequel il ne pourra pas lire. Mais d'autres particularités, comme l'inversion, peuvent faire que le lecteur a besoin de lire d'une certaine façon pour bien lire. L'auteur n'a pas à s'en offenser, mais au contraire à laisser la plus grande liberté au lecteur en lui disant « Regardez vous-même si vous voyez mieux avec ce vers-ci, avec celui-là, avec cet autre. » Alors dans ce très bel extrait, Proust n'est pas en train de dire que le sens d'un texte est à la carte et s'interprète librement et change au gré des caprices du lecteur. C'est pas du tout ça qu'il est en train de dire. Sinon, à quoi bon avoir écrit tout ce qu'il a écrit? Il y a des idées qui sont ce qu'elles sont. On peut pas les comprendre différemment que ce qu'elles disent. Il les dit le plus clairement possible et on peut pas leur faire dire le contraire de ce qu'elles disent. Donc en affirmant que le lecteur n'est pas lecteur d'un auteur mais lecteur de lui-même, il n'est pas en train de dire qu'au fond le texte initial on s'en fout, le texte de l'auteur n'a aucune autorité, n'a aucun sens fixe, légitime, et qu'après on en fait ce qu'on en veut, on comprend ce qu'on veut et on interprète comme on veut. Non, Proust est en train de parler de la rencontre entre la subjectivité d'un auteur qui a écrit un texte qui, une fois écrit, a lui un sens objectif. Il vient de la subjectivité, de la sensibilité d'un auteur, mais qui a, de son mieux, avec son talent, avec sa rigueur, essayé de donner une forme fixe, objective, la plus claire possible à ce qu'il voulait dire,
du coup le sens en devient objectif, il a dit quelque chose et pas autre chose. Mais ce quelque chose fixe, objectif, qui d'ailleurs ne change pas d'un lecteur à l'autre, on lit tous le même texte, on a tous vu le même film. Hein, le film n'est pas différent pour les uns pour les autres, c'est le même film, le même texte. Mais ce même film ou ce même texte, effectivement, rencontre la subjectivité d'un lecteur, que cela touche ou que cela ne touche pas. Proust, en effet, est, à l'image de Baudelaire avant lui, hein, dans ses salons, etc., quelqu'un qui estime et respecte énormément la subjectivité. Il croit en la subjectivité et il sait qu'au fond, on est tous coincés dans notre tête, dans notre esprit, avec nos limites, avec nos préjugés, avec nos acuités visuelles, mais aussi nos aveugléments. Et donc un même texte, qui est techniquement le même pour tout le monde, hein, les caractères ne changent pas, les mots ne changent pas, sera vécu effectivement différemment par les gens. Non pas parce qu'il est différent, non pas parce qu'il dit quelque chose de différent, mais parce qu'à certains ça va leur parler et à d'autres ça ne va juste pas leur parler. Et donc vous voyez, cette histoire de lire en soi-même de lunettes, c'est plus une question de sensibilité. Est-ce que ça me touche, est-ce que ça me touche pas? Est-ce que ça me parle, est-ce que ça ne me parle pas? Est-ce que cela me semble vrai ou me semble pas vrai? Il ne s'agit pas de tordre le sens du texte pour l'adapter à ce qu'on voudrait, à ce qui nous plairait. Il n'est pas en train de dire qu'on est en train de changer les vers pour que ce texte précisément nous convienne, quitte à changer leur correction. Non, il dit que peut-être cette correction ne nous convient pas. Donc la correction du vers, du texte, elle est ce qu'elle est. Ça, c'est pas négociable. Le texte dit ce qu'il dit. Mais en revanche, après, ça nous convient pas, ça nous touche pas. Et dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est pas modifier le sens du texte, le négocier, tricher, le tordre ou lui faire dire le contraire de ce qu'il dit. Non, dans ce cas, il faut laisser le texte, le mettre de côté et essayer un autre texte qui nous conviendra peut-être mieux, qui ira plus dans notre sens, dans ce que l'on espérait lire, dans ce qui nous semble être la vérité. Et encore une fois, il prend la métaphore de l'opticien, hein, on essaye des vers, on n'est pas en train de vouloir corriger ces vers-là. Il est plus simple de reposer ces vers-là et d'en essayer d'autres. Parce que les vers, ils ont la correction qu'ils ont. Proust, en fait, dit très modestement que aucun texte n'est universel, ne convient à tous les yeux, parce que tous les yeux n'ont pas la même vue, n'ont pas les mêmes faiblesses de vue ou les mêmes forces de vue, n'ont pas besoin de la même correction, et que du coup, son texte conviendra à un certain nombre de personnes pour qui c'est la correction parfaite, qui leur permettra de lire en eux-mêmes parfaitement, qui les touchera, qui correspondra à leur valeur, à leur façon de voir les choses, tel que c'est écrit, sans avoir rien à modifier ou à transformer ou à dénaturer du sens objectif propre du texte, et que pour d'autres, ça n'ira pas. Il faut donc mettre de côté ce livre, ça ne leur convient pas, et il faut en essayer un autre. Et ce qui explique qu'il y a des écoles philosophiques, qu'il y a des écoles artistiques, des écoles de mouvement, que certains se plaisent dans le réalisme, d'autres dans le romantisme, d'autres dans le naturalisme, d'autres dans le surréalisme, que certains préfèrent Sartre, que d'autres préfèrent Schopenhauer, que d'autres préfèrent Nietzsche, que d'autres préfèrent Platon. Donc là, Proust, avec ce texte, nous donne un petit peu la clé, le compromis idéal dans tout ce que l'on vient de dire, qui concilie à la fois sens objectif et fixe du texte, qui ne se négocie pas, qui ne se modifie pas, qui ne s'interprète pas au sens falsification. Le texte dit ce qu'il dit, il est ce qu'il est. Un auteur a fait de son mieux pour l'exprimer le plus clairement possible. Une pensée qui certes vient de sa subjectivité, mais qui a été objectivée par une formulation qui maintenant ne bougera plus, est imprimée et maintenant se comprend. Et cette pensée subjective, fixée objectivement par des phrases, par un raisonnement imprimé, va rencontrer la subjectivité d'un lecteur dont ce n'est pas le rôle, ni même le droit de négocier le sens du texte, de le tirer dans son sens ou de le réinterpréter, mais simplement d'être touché ou pas, d'être sensible ou pas, d'apprécier ou pas, et donc soit de chausser ses lunettes, ses verres qui conviennent pour lire intérieurement en lui, parce qu'il y a une rencontre avec un auteur en termes de valeur, en termes de sensibilité, en termes d'idées, ou alors ces vers le font voir flou, il le dit, éventuellement le texte est trop compliqué pour le lecteur, c'est trop abstrait, ou au contraire c'est trop simpliste, ça lui plaît pas, et là dans ce cas clairement c'est pas adapté à sa vue, et donc il repose les vers, il laisse de côté, il ne s'occupe plus de ce texte, clairement ce n'est pas un auteur fait pour lui, ce n'est pas un texte fait pour lui, mais c'est tout. Le texte il est à prendre ou à laisser, vous voyez, le texte est à prendre ou à laisser, il est ce qu'il est. C'est normal que vous ayez votre subjectivité qui rencontre ce texte, mais le texte il est ce qu'il est, et donc il vous convient pas, il est à prendre ou à laisser, tout comme le seraient des lunettes ou une paire de chaussures à votre taille ou pas. Et donc ce développement de Proust, qui s'inscrit en plus dans un texte plus large d'une 50aine de pages absolument magnifique, qui est un des meilleurs et des plus grands et des plus beaux textes que j'ai lus de ma vie sur l'art, la littérature, la vocation artistique, la souffrance créatrice, la souffrance en amour, la notion de temps perdu au sens le plus large du terme, pas seulement un temps nostalgique révolu, mais aussi est-ce qu'on perd son temps dans la vie quand on est amoureux, quand on ne fait plus rien qu'aimer, quand on souffre pour des gens qui n'en valent peut-être pas la peine, etc. Enfin bref, c'est de toute beauté. Non seulement cela s'inscrit plus largement dans une des œuvres les meilleures que j'ai lues de ma vie, une de mes préférées maintenant, d'un de mes auteurs devenu un de mes préférés aussi,
Mais ce texte, dans le texte, est un de mes préférés au monde, ça c'est clair, j'en profite pour le dire. Mais j'aurai l'occasion de le développer prochainement, et peut-être c'est déjà en ligne pour ceux qui l'écoutent, dans un cycle de podcast consacré à Proust, donc je m'arrête là. Je ne sais pas s'il arrive au bout de ce podcast, il me semble que oui. Ça me paraît un peu court, mais bon, voilà, il y en a des comme ça parfois, un peu courts, qui ne demandent pas plus d'explications. Puis après tout, est-ce que c'est pas le moment ou jamais pour un podcast de dire que n'extrapolons pas, n'en disons pas plus qu'il ne faut dire, ne faisons pas dire plus de choses à ce podcast qu'il ne doit en dire, tenons-nous-en à la lettre, et voilà, ne baratinons pas, et on va s'arrêter là, n'en disons pas plus. Donc sur ce, du coup, je vais vous remercier de votre écoute, en espérant que ça vous a plu et intéressé, que vous avez bien compris ce que j'ai dit, vous n'avez pas déformé ou surinterprété. Je vais vous interroger, vous allez me faire, je veux que vous me fassiez une synthèse, un résumé de mon podcast pour être sûr que vous avez bien compris. Je déconne bien sûr, l'horreur. Voilà, donc bref, donc n'hésitez pas à paraphraser ce podcast aux gens que ça pourrait intéresser. Et voilà, écoutez, encore une fois, merci à vous de votre écoute. Et puis, d'ici un prochain podcast, portez-vous bien. Et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un autre sujet. Allez, salut les happy few!